N'importe quelle fille tuerait pour être avec ce gars. Celle-ci a même frappé son père pour les arrêter. Alors, pourquoi tout le monde le veut? Peut-être parce qu'il est le seul chasseur du royaume à avoir vaincu un boss de donjon sans magie, ou parce qu'il a un grand cœur, ayant sauvé un fou qui le ridiculisait, ou peut-être qu'il est très doué au lit. Ce gars, c'est Ash Hartz, surnommé le boucher, après que son équipe a arrêté une invasion de donjons, et il a, à lui seul, abattu plus de 200 monstres en une nuit. Il est devenu le dieu de l'épée. Ce qui rend Ash si redoutable, ce n'est pas que son habileté, c'est qu'il est inébranlable. Il a été piétiné, humilié, chassé de l'armée qui l'a sauvé, mais il n'a jamais baissé la tête. Alors, commençons cette histoire. Sur les bords de l'empire de Belgrand, une famille est sur le point de devenir le dîner d'un loup quand un chevalier surgit de nulle part et tranche la bête en deux. Ce chevalier, c'est Ash, capitaine de la 13e unité des chevaliers impériaux. Il dit à la famille de fuir et se bat seul. Il reçoit un coup dans le dos, esquive, plante son épée dans le cou d'un loup géant. Juste quand le combat semble fini, Python apparaît, un serpent géant. Ash est sur le point de devenir un Anka, mais l'archer blond de l'équipe le sauve en lui tirant une flèche dans l'œil. La foule est en délire. L'invasion de donjon a été maîtrisée grâce à l'unité 13, surtout grâce à Ash, qui a abattu plus de 200 monstres tout seul et a gagné le surnom d'Ash le boucher. La vie n'est vraiment pas facile pour lui, et il sort tout heureux sous les applaudissements de la foule. La blonde, impressionnée par la promotion du capitaine, est choquée quand il annonce qu'il va se marier. Mais le capitaine dit que c'est impossible, car il ne peut pas rejeter Lady Laffy, la deuxième fille de la prestigieuse maison de Lagan. Il pense qu'il est un peu perdu, mais tout semble aller bien. Jusqu'à ce que 3 ans plus tard, ils reçoivent la nouvelle qui détruit tout homme de famille, le divorce, le laissant complètement bouleversé. Il ne comprend pas pourquoi. Il a arrêté de fumer et de boire, la couverte de cadeaux, mais elle ne veut même pas l'écouter, et dit qu'elle en a assez des communs comme lui. De plus, elle s'est rapprochée d'un noble. Mais comme tout homme qui se respecte, il crie qu'il l'aime vraiment. La noble ne le croit pas, et dit qu'il veut l'épouser pour faire partie de la famille. Il répond qu'il a épousé sa fille parce que son père l'a exigé. La fille furieuse lui demande comment il ose insulter son père et appelle les gardes pour le jeter dehors. Ash est traîné hors de la pièce et la fille dit qu'elle ne veut plus jamais le revoir. En traversant la ville, le capitaine trouve étrange que la famille Lagan annonce la fin d'un mariage ainsi, quand il croise 2 soldats qui lui disent que ses supérieurs l'attendent au quartier général. Le protagoniste, avec son QI de plus de 5000, réalise que c'est lui qui lui a volé sa copine. Mike Lebrob, son supérieur, est un fils à papa qui est là grâce au prestige de sa famille. Qu'est-ce que tu regardes? Je n'ai jamais aimé l'idée qu'un roturier comme toi obtienne un titre de noblesse. Et cette histoire de monstre n'était rien de spécial, n'est-ce pas? Ash, se souvenant de tout ce qu'il a fait avec son équipe, attrape Mike par le col, le plaque contre le mur, puis recule devant lui, qui menace d'enlever ses amis de l'unité. Qu'est-ce que c'est? Fais quelque chose, mon gars. N'es-tu pas le massacreur? L'officier Mike, plein de lui-même, demande s'il comprend maintenant la différence entre eux, déchire le métal et l'écrase. En disant qu'un roturier comme lui n'aura jamais la grâce d'un noble, Mike lui ordonne de récupérer ses affaires et de partir d'ici la fin de la journée. Partout où va le MC, les gens parlent dans son dos. Arrivant à la salle d'équipement, l'agent dit que la nuit des rumeurs est arrivée. Ash demande « Quelle rumeur ?» La rumeur qu'il a été largué par sa fiancée pour l'avoir poussé à faire des choses perverses. Ils disent qu'il a forcé Lady Laffy à réaliser ses fantasmes. Ne pouvant plus le supporter, elle a demandé de l'aide à la famille Librov, rendant Mike nerveux à propos de toute cette histoire et le faisant renvoyer. Le MC est abasourdi par ces conneries. Dehors, il frappe le mur. « Mike, espèce de bâtard, comment oses-tu inventer une histoire comme ça? J'ai travaillé si dur pour ça, et j'ai tout perdu en 1 seconde. » Quand cette douce voix demande s'il va vraiment arrêter d'être chevalier, cette blonde est la seule noble de la 13e unité, Ulrika Erdevan. Ash dit qu'il a été expulsé. La blonde demande pourquoi et dit qu'elle veut toujours qu'il la guide. Et le MC, se souvenant du passé, pense à combien elle a pleuré en rejoignant l'unité. Ulrika attire l'attention du MC et dit que s'il voulait agir comme un bébé, il aurait dû lui demander. Et elle demande que va devenir l'unité Janus s'il part, laissant le MC sans voix. Il y a 3 ans, après avoir anéanti la horde de monstres, le roux se plaint que tout le monde a combattu désespérément. Mais seul le capitaine a eu une recommandation. Et le grand dit que c'est parce que l'Empire ne comprend pas vraiment les dangers des donjons. Il pense que c'est juste une question de vaincre quelques petits monstres. Comme tout bon leader, Ash dit qu'ils ont tous protégé le village, et ses habitants sont reconnaissants, donc ils devraient en être fiers. Même si les nobles ne comprennent pas.
Puis, le capitaine H propose de trouver un nom pour leur unité et demande si quelqu'un a une suggestion. Le grand propose le nom Janus, le nom d'un ancien dieu avec un visage de chaque côté de sa tête. Tout le monde adore la suggestion, et à partir de ce jour, il serait l'unité Janus. De retour au présent, le MC dit que même après son départ, il fera toujours partie de l'unité où qu'il soit, et Ulrika veut savoir ce qu'il va faire maintenant. Il dit qu'il en a déjà assez des nobles impériaux, donc il part à l'étranger. Désespérée, elle dit que si c'est là qu'il va, alors elle va aussi, mais H dit qu'elle ne peut pas, qu'elle doit rester et protéger leur unité. La blonde acquiesce et dit que si elle va faire ça, alors il doit lui écrire dès qu'il arrive. C'est une promesse. Et elle reste là à regarder notre MC partir, pleine d'incertitude. Regarde ce visage, elle veut vraiment chouchouter notre MC, et donc H a perdu tout ce qu'il avait accompli, a rendu son titre presque noble, et a abandonné le nom de la famille Hart. Mais est-il triste? Au contraire, il se sent soulagé, comme s'il était enfin libre du poids qu'il portait, et il est parti à l'étranger. Le train, l'ancien capitaine pense qu'il a déjà quitté l'Empire de Belgrade depuis des jours. Quand quelqu'un l'appelle, lui demandant s'il a laissé tomber un magazine, H répond que oui, et le vieil homme avec une canne lui demande si c'est sa première fois au royaume de Rosebel. Surpris, le MC demande comment il le sait, et le vieil homme dit que c'est parce qu'il agit comme un touriste, regardant par la fenêtre comme si tout était nouveau. Le vieil homme dit avec fierté que c'est très courant pour les habitants de Rosebel, car ce sont des pionniers des outils magiques. Rosebel est constamment menacée par des monstres de donjons, et la seule chose qui pouvait les vaincre, c'était la magie. Grâce à ces outils, la vie de tout le monde s'est améliorée, et le royaume est devenu prospère, connu dans le monde entier comme une superpuissance de la magie. H pense qu'en raison du mépris de l'Empire pour les donjons, ils sont en retard en matière de magie. À son arrivée à la gare, un majordome l'attend déjà à la porte pour récupérer le vieil homme. Il dit au revoir à H, lui souhaitant la bienvenue au royaume de Rosebel. En marchant dans les rues, une femme passe en courant, désespérée. H remarque quelque chose qui vient dans sa direction, et puis, bam, elle s'écrase contre lui. Juste derrière la fille, 3 extras destinés à se faire battre la poursuivent. Comme toujours, un thug heureux dans une impasse, pensant qu'il va marquer. Tremblante, elle pense que c'est la fin. Le MC arrive pour collecter le loyer. Les voyous disent au MC de dégager, et il rétorque qu'elle a l'air bien secouée, et qu'il devrait la laisser tranquille. La victime numéro 1 lui dit de se taire, en se préparant à donner un coup de poing. Un rapide pas de côté, et le coup ne touche que l'air. Puis un poing s'enfonce dans le ventre du pauvre gars, qui s'effondre devant ses partenaires. Les victimes 2 et 3 chargent pour se venger, lançant une pluie d'attaques. Mais H esquive tout, pensant qu'en effet, dans une ville de donjons, on peut dire par leurs mouvements qu'ils sont habitués à se battre. Un coup de pied sur la victime 2 l'envoie voler loin. Réalisant qu'un extra ne peut pas battre le mec, la victime numéro 3 panique, pour recevoir un coup de poing en plein visage. Ainsi, les 3 voyous furent mis hors d'état de nuire, sans même fatiguer l'ancien capitaine. Un des voyous se relève, attrapant sa grande épée, et dit qu'il ne le lui pardonnera jamais, s'élançant vers le capitaine. « Ça suffit !» crie le gars, qui fait semblant d'être l'arbitre du combat. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, le combat s'est vraiment arrêté. Je ne peux plus fermer les yeux là-dessus. De plus, il n'y a aucune chance qu'un amateur puisse battre un chevalier, surtout s'il fait partie des meilleurs de l'Empire. Exact, H. Hartz, c'est Balébaron, le chevalier du royaume. Dans le passé, lors des matchs entre l'Empire et le royaume, H et Bael se sont affrontés de nombreuses fois, finissant par un match nul en nombre de victoires. Changeant de scène, les deux portent un toast à leur retrouvailles, et Bael demande pourquoi il est venu au royaume. H lui raconte tout ce qui lui est arrivé dans l'Empire. Bael dit qu'il devrait essayer de commencer une nouvelle vie là-bas et lui suggère de devenir chasseur de donjons. H n'a aucune idée de ce que c'est, et l'arbitre explique que c'est un métier où l'on chasse des monstres dans les donjons, prend les pierres magiques de leur corps et les vend à l'association des chasseurs. Bael dit qu'il est un ami, et la réceptionniste s'inquiète car il n'est pas chevalier. Mais Bael la rassure, disant qu'elle n'a pas à s'inquiéter car le gamin est un monstre, et tout le monde se dirige vers l'entrée du 2e donjon. En se préparant, H dit qu'il préfère utiliser une grande épée, alors Bael lui dit d'utiliser cette épée car elle est magique. H demande ce qui la différencie d'une épée normale. Baron lui dit d'insérer la pierre magique et dit qu'elle a des capacités spéciales intégrées. En insérant la pierre, l'épée commence à émettre de la lumière, et Bael dit que c'est une aura qui augmente sa puissance de coupe plusieurs fois. C'est ainsi que les pierres magiques sont combinées avec des armes magiques pour activer diverses capacités. Maintenant qu'ils ont fini de se préparer, ils entrent dans le donjon, passant facilement par le 1er, 2e et 3e étage.
Une barricade avait été mise en place à l'entrée du 4e étage pour ralentir les monstres, mais cette petite porte en carton est très robuste, et elle a presque retenu la horde une seconde, qui charge vers les chasseurs. Bale, disciple de Sherlock Holmes, avertit tout le monde que leur point faible est la tête. Lorsque le premier singe géant attaque, le MC, pensant que ce singe est beaucoup trop lent, laisse échapper un petit rire, le découpant en 3 morceaux. Les extras restent bouche bée devant la force brute du protagoniste, qui est impressionné par son épée, qui coupe comme du beurre. Aaron, contrôlant et voyant un autre singe, demande si Ash aime l'épée. Il répond qu'avec une épée comme ça, il n'a même pas besoin de viser le point faible, testant sa théorie sur le prochain singe qui apparaît. Le monstre tombe sans pouvoir rien faire, agonisant avant sa défaite imminente. Lorsqu'il lance soudainement une attaque surprise, il s'avère que la bête est vraiment coriace. Mais Ash, qui ne baisse jamais sa garde, parvient à se défendre et s'attaque immédiatement à un autre animal. Attaque par derrière, coup d'épée. Bale, qui ne semble même pas essayer, dit que la fourrure de cette bête rapportera beaucoup d'argent car elle est utilisée pour fabriquer des vêtements d'hiver pour les nobles. Les 2 chasseurs qui n'ont toujours rien fait restent impressionnés puisque ces monstres ne sont pas faibles, tandis qu'Ash et Bale continuent, transformant ces petits singes en morceaux de Lego. C'est beaucoup trop facile d'être dans cette équipe. Seules 2 personnes travaillent. Les chasseurs demandent qui est l'ami de Bale, et celui en armure dit qu'il n'est autre que Ash le massacre. Le chevalier qui a arrêté la rupture du donjon, abattant 200 monstres, les 2 sont stupéfaits, et celui en armure continue en disant que s'il est à la hauteur du capitaine Bale, cela signifie qu'il a le talent de l'un des 10 épées du royaume, le titre le plus élevé dans l'ordre des chevaliers. En enlevant son casque, il ajoute qu'Ash est une inspiration pour tous, tandis que les paresseux se contentent de les regarder se battre. Ash et Bale réalisent qu'ils sont devenus plus forts, un kill après l'autre, et c'est enfin fini. Les 3 idiots, qui n'ont même pas essayé d'aider, n'arrivent pas à croire qu'ils ont vaincu 300 singes bleus à eux seuls. Il est temps d'être payés. Je veux savoir comment ils vont partager cette somme. 600 000 rangs. Après avoir appris que les chasseurs d'élite gagnent souvent cette somme, Ash décide de devenir chasseur. Plusieurs jours plus tard, la lettre promise arrive, et quand la blonde voit qu'elle vient du capitaine, elle décide d'aller lui rendre visite, se sentant heureuse de voir que le capitaine va bien, et cache rapidement la lettre en entendant des gens s'approcher. Nous apprenons enfin les noms des autres membres de l'unité. Le grand s'appelle Will, et la rousse s'appelle Miraille. Ulrike demande s'ils ont déjà fini leur entraînement, et la rousse dit que ce n'est pas pareil sans le capitaine. Puis Ulrika leur dit que le capitaine est devenu chasseur dans le royaume de Rosebell. Il gagne sa vie en chassant des créatures magiques. Mireille demande si les chasseurs gagnent bien leur vie, et Ulrika répond qu'il ne semble pas avoir faim. Et Will dit qu'il semble que ce soit beaucoup mieux que d'être la cible de préjugés. De plus, ils sont moqués juste pour faire partie de l'unité 13. Puis Ulrike dit qu'elle va arrêter d'être chevalier pour suivre Ash. Après cela, Will dit qu'il va aussi quitter les chevaliers pour suivre l'entreprise familiale. Comme ce sera ennuyeux là-bas sans eux, Miri décide aussi d'arrêter d'être chevalier et de devenir chasseur. La blonde n'a pas du tout aimé entendre ça. Elle voulait être seule avec le MC. Espèce de rusée, Miri demande dans quelle partie du royaume il se trouve, et Ulrike, pas dupe, ment en disant qu'il est dans la première ville de Donjon. La naïve rousse propose d'y aller ensemble, pour ne pas tomber dans son propre piège. Ulrike refuse, disant qu'elle ira après avoir parlé à sa famille, et c'était la fin de l'unité 13 à l'association des chasseurs. Ash arrive pour s'inscrire, laissant la réceptionniste ravie d'accueillir un homme si fort et séduisant. On révèle que cette fille s'appelle MEA, et elle a hâte de travailler avec le MC. Après avoir terminé les formalités, il reçoit sa licence, qu'il doit montrer à l'employé en entrant et sortant d'un donjon. A explique que si quelqu'un ne revient pas, ils envoient une équipe de recherche et précise que tout ce qu'il obtient des monstres doit être remis à l'association. De plus, les chasseurs ne peuvent pas renoncer à leur citoyenneté pour éviter que des informations sur les donjons ne fuient vers d'autres pays. En entendant cela, notre garçon demande pour voyager, et la garce dit qu'il vaut mieux éviter. Zut. Le MC est passé d'un enfer à un autre. Tu n'as vraiment pas de chance. Après avoir perdu tous ses droits, notre réceptionniste accueille Ash. Il la remercie et dit qu'il fera de son mieux. De retour à l'entrée du 2e donjon, Ash se présente à l'employé qui le laisse passer, heurtant un gars qui passait. On découvre que le gars est en fait sympa. Il s'excuse même auprès de notre MC. D'habitude, dans ces manoirs, il ne tombe que sur des cons. Voyant la marque sur la carte, il réalise qu'Ash est un débutant, lui donne quelques conseils amicaux, disant que si un petit faible comme lui ne veut pas mourir, il ferait mieux de se taire dans les étages inférieurs. L'idiot s'en va en riant,
tandis que le MMC se demande quel est le problème de ce gars. Prêt à commencer sa vie de chasseur, Ash entre. Pensant qu'il aura le temps d'explorer, il tombe sur 2 jeunes chasseurs qui pêchent des slimes avec un morceau de carotte. On jette la carotte dans le lac pour attirer le slime. Et dès que le petit idiot sort, il faut juste l'achever d'un coup de poing, brûlant une petite pierre magique. Ils ont vraiment attrapé un slime. Le protagoniste dit que les monstres là-bas n'ont pas l'air terribles, et le gamin à la coupe au bol dit que s'il a confiance en ses compétences, il devrait aller au 10e étage. Le roi de la coupe au bol du capitalisme fait payer pour des informations que le MC n'a même pas demandées. L'imbécile se laisse arnaquer et se dirige vers les étages inférieurs, respirant lourdement, l'air effrayé, et on voit le gars sympa de tout à l'heure en difficulté avec son équipe. Pendant ce temps, le MC se dirige vers le 4e étage, surpris par le donjon, qui a un champ et un ciel, bien qu'il soit souterrain. Un bruit vient de l'herbe. C'était un mignon petit lapin qui charge vers le MC, lui infligeant une coupure dans le dos. C'était le premier d'une longue série pour le savant. Ash va vérifier quel type de monstre c'est. Il voit que c'est un lapin à cornes, si créatif. Et dans le livre, il voit que les matériaux précieux sont la corne et la pierre magique. Mettant sa récolte dans le petit sac, il voit que ça ne vaut pas grand-chose, donc il n'y a pas de raison de perdre du temps là. Quand il remarque une armée derrière lui, il doit courir pour sa vie. Le même M continue de passer d'étage en étage. Son exploration se poursuit tranquillement jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le 13e étage. Entendant des cris, le protagoniste se dépêche d'aider et se retrouve face à un groupe entouré de squelettes. Ash se souvient du paresseux qui se retrouve face à sa faim, mais le MC est un bon gars et se lance à la rescousse, bloquant l'attaque et demandant s'ils vont bien. Le paresseux dit que oui, tandis que Ash est surpris par le tas d'os, frappé au niveau des côtes, déchirant l'ennemi qui reste avide de combat. Ash pense que la tête est le point faible, comme avec les singes, et abaisse le marteau. Un peu fatigué, il essuie la sueur, la pierre magique l'évite, et le guerrier est prêt au combat. Ash réalise qu'il est dans de beaux draps. On ne peut pas tuer les morts. Quand la fille dit qu'il doit juste retirer la pierre magique, Ash repère la pierre. Les os vivants attaquent à nouveau. D'un coup, les bras se brisent. Avançant, Ash attaque la zone dure, l'arrachant sans pitié et l'écrasant dans ses mains, finissant le tas d'os une bonne fois pour toutes. Voyant que ça a marché, Ash dit que ça va être facile. Il en abat un avec son épée, réduit un autre en morceaux et continue à en abattre 5 de plus jusqu'à ce qu'ils soient tous vaincus. Les 3 petits ingrats le remercient. La petite rousse reconnaît Ash et s'excuse de s'être moqué de lui, expliquant qu'ils sont allés plus loin que d'habitude car le donjon était calme après l'épidémie de monstres. Pendant qu'ils exploraient, un squelette est sorti de l'ombre, blessant Sammy qui les protégeait. Ils ont essayé de se battre, mais ils n'avaient aucune chance. Jetant un rapide coup d'œil, le MC dit que la blessure est grave, et si ça continue, il est fini. D'autres bruits résonnent dans le donjon. Une autre horde de monstres apparaît. Ash se prépare. En regardant en arrière, il pense qu'ils sont foutus. Quand la fille lui dit de faire attention, se retournant avec force, le protagoniste voit une vague de monstres juste devant lui, abattant le premier qui se régénère rapidement. Ash réalise que s'il ne détruit pas la pierre, il n'y a pas d'issue. Il dit au poids mort de fuir pendant qu'il s'occupe de tout. Coup d'épée, coup de pied dans la poitrine. Trop de monstres à frapper, et trop peu de temps pour viser le point faible. Entouré, il pense qu'il est foutu et se demande quoi faire. Et il se rappelle qu'il a eu un cadeau du vendeur quand il a acheté son équipement. Bombe fumigène, parfaite pour des retraits stratégiques. Il la cherche désespérément jusqu'à ce qu'il la trouve enfin, la lançant de toutes ses forces directement dans le visage du squelette. Ouais, visage. Je suppose que ce n'est pas comme ça qu'on est censé l'utiliser. De la fumée partout et Ash espérant que ça fonctionne. Les os vivants commencent à arrêter de bouger. Les extras voient déjà un rayon d'espoir. Ash leur dit de ne pas perdre de temps et de sortir d'ici. Puis tout le monde court sans se retourner. Après une séance de cardio, il s'arrête pour se reposer. Ash peut voir sur le visage de son ami qu'il ne va vraiment pas bien et commence à lui donner les premiers secours. Il lui fait boire une potion qui apparemment agit très vite car le saignement ralentit déjà. La petite rousse, dont nous ne connaissons toujours pas le nom, porte Sammy en ville et appelle un médecin. Sammy est emporté sur une civière, et le mec pense que le travail est fait et que c'est maintenant au médecin de jouer. Les chasseurs s'excusent et disent qu'ils le récompenseront, mais Ash leur dit de ne pas s'inquiéter, car c'est normal que des gens du même métier s'entraident. 1 heure plus tard, inquiets pour Sammy, ils vont voir le médecin qui dit que sans la potion, il serait mort, mais il n'a rien pu faire pour sauver son bras droit. Ses compagnons disent que c'est bien tant qu'il est en vie, et ajoutent que s'il abandonne la chasse, ils peuvent lui trouver un travail qu'il peut faire avec un seul bras. En entendant ces mots,
Ash se sent jaloux et pense à ses coéquipiers, se demandant comment ils vont. Un mois plus tard, les paresseux qui n'ont rien fait lors de la première expédition dans le donjon, celui avec les singes bleus, demandent si Ash ne va vraiment rejoindre aucun groupe et l'invite à rejoindre le leur. Mais le mec dit qu'il se débrouille très bien tout seul. Puis le chauve dit qu'il a entendu qu'Ash avait été invité à rejoindre Golden Knight, et Ash répond que oui. Le capitaine Kyle l'a invité. Le gars à la Pompadour ajoute qu'ils sont l'une des meilleures équipes, comme eux. Puis, il change de sujet et dit qu'un monstre nommé a été aperçu au 14e étage. Ash demande ce que c'est, et le gars à la Pompadour dit que c'est un monstre rare qui apparaît de temps en temps dans les donjons. Cette fois, c'est un Dullahan, et il dit à Ash de faire attention car les nommés ne rigolent pas. Le MC se retourne, surpris par le rembourrage de haute qualité d'Ulrike elle-même, appelée Ulrike par Ash et ses compagnons, qui sourit et dit qu'elle est venue juste pour le voir. Au bord du lac, l'ancienne capitaine demande pourquoi elle est venue à Roosevelt. Elle répond qu'elle est venue pour lui, laissant le garçon confus. Ash demande comment vont les chevaliers, et elle dit qu'elle est partie parce qu'un ordre de chevalier sans lui n'a pas de sens. En sirotant son café, le MC continue de lui demander comment elle a eu la permission de sa famille, puisqu'elle vient d'une famille de barons. Ruka, toute innocente, répond qu'elle a coupé les ponts avec eux. Après avoir dit à son père qu'elle venait à Roosevelt, il a dit qu'il n'accepterait que si elle le battait, alors elle l'a mis à terre sans pitié. Et maintenant, elle dit à notre MC qu'elle a décidé de devenir chasseuse et de rester à ses côtés pour toujours. Notre garçon, qui ne s'attendait pas à cette attaque surprise, rougit. Mais l'attaque ne s'arrête pas là. Elle continue en disant qu'elle peut être à la fois chasseuse et femme. Le fou, qui n'a toujours pas compris l'indice, pense que si elle avait des sentiments pour lui, il tomberait sûrement amoureux d'elle aussi. Cependant, le traumatisme du garçon n'est pas une petite affaire. Et fuyant l'avancée puissante d'Uruka, oui, cette fille est venue pour gagner. Tenant les mains de notre MC, elle dit qu'à la différence de cette horrible femme qui a brisé notre petit protagoniste, elle ne le quittera jamais. Elle le jure sur sa propre vie. Élevant le niveau de son assaut, Uruka dit qu'elle attendra aussi longtemps que nécessaire jusqu'à ce qu'il règle ses problèmes. Le MC, qui n'était jamais allé aussi loin auparavant, commence à trembler de partout et se demande si Uruka a toujours été ce genre de fille. Bientôt, il essaye de trouver une excuse pour partir et la blonde le suit immédiatement. Il essaye de s'enfuir, mais se fait suivre à nouveau. Il trouve tout cela très étrange, mais continue de se diriger vers sa chambre. Trouvant toujours cela étrange, il ouvre la porte, entre dans la chambre. Maintenant qu'il a résisté à toutes les avances, il est sur le point de faire face à l'ultimatum. Ash remarque ses affaires dans la chambre et se demande comment. Voulant montrer au capitaine à quel point elle est sérieuse, la fille verrouille la porte et se jette sur lui, disant qu'à partir de maintenant, ils resteront ensemble pour toujours. Monsieur, notre partenaire, fidèle à ses convictions, donne tout ce qu'il a pour résister à la tentation. Ash est impressionné par ses progrès. Il reste quelque faible, alors il lui ordonne de combattre au corps à corps. Elle sort son petit couteau et décapite un bleu, ne laissant qu'un seul. Le protagoniste trouve qu'elle est impressionnante en combat rapproché. Ils ont bien continué à s'entraîner après son départ. Il est fier. En sortant, Ash félicite Iruka pour ses progrès. Un jeune homme désespéré appelle le protagoniste. Épuisé, il dit qu'un Dullahan est apparu. À la guilde, on voit le traumatisme dans les yeux de la pauvre fille qui a croisé le Dullahan au 14e étage. Ash veut savoir ce qui s'est passé. La jeune femme dit que tout a basculé. Et en un instant, tout le monde était mort. L'ancienne capitaine voulait en savoir plus sur l'énorme épée du monstre, mais la fille était trop choquée. Ash dit que cela semble difficile. Mae répond que sans connaître le style de combat de la bête, ils ne pourront pas former une équipe pour la vaincre. Le protagoniste demande si les nommés sont vraiment si forts. Le jeune homme dit que c'est trop risqué, mais Mae dit que ce ne sera pas un problème si les gars sont costauds. Ash, se souvenant du lâche qui a failli mourir, dit qu'il rejoindra l'escorte. Le lendemain, à la base devant le donjon, le protagoniste dit que leur objectif est le 14e étage, et s'ils croisent le Dullahan, ils doivent fuir car les corps sont prioritaires. L'équipe d'Ossel part pour la mission. Arrivé au premier étage, de petits squelettes apparaissent. Ash choisit Pikachi, qui les bat tous les deux avec une décharge, impressionnant tout le monde. Aura flamboyante, la peur dans leurs yeux. Ils se demandent quelle est cette arme qui a fondu les épées et l'armure du chasseur. Ash ne sait pas comment vaincre un tel monstre. Le chevalier se retourne, et tout le monde pense à battre en retraite. Mais Ash remarque qu'ils ne sont pas poursuivis. Le nommé pointe son épée vers Ash, qui remarque quelque chose d'étrange. Il suit l'étiquette des duels entre chevaliers. Le Dullahan attend qu'Ash tire son épée, et à ce moment-là,
le protagoniste pense que ce sera un combat honorable contre un puissant ennemi. Il ressent de la peur, sachant que tout pourrait se finir d'un seul coup. Le protagoniste, impatient de se battre, est interrompu par Iruka, qui lui rappelle la priorité. Déçu, il rengaine son épée et s'enfuit, laissant le sans-tête derrière. Après la nuit, la blonde est allée prendre son bain, tandis que le protagoniste attendait et n'avait pas l'air bien. À la guilde, la réceptionniste a été surprise par une épée enflammée. Malheureusement, il ne pouvait même pas appeler les chevaliers à l'aide. Le protagoniste demande s'ils ne peuvent vraiment rien faire avec juste les chasseurs. Le héros dit qu'il a besoin de temps avant de répondre. Après un autre bain, Ash dit qu'il a quelque chose à dire à Orica. En vérité, il veut combattre l'ennemi, car pour lui, ce n'est pas une mission, mais une obligation. Ash s'attendait au pire, mais la fille lui pinça la joue et dit qu'elle ne le laisserait pas. Quand l'inondation a frappé l'Empire, le garçon a dit qu'il pourrait mourir. Mais même là, la blonde a dit qu'elle irait aussi. La fille avait déjà dit qu'elle ne laisserait pas son aîné et voulait qu'il fasse des projets après leur victoire. Ash propose de manger dans un restaurant chic, mais elle dit qu'elle voudra une récompense. À ce sujet, elle fait promettre au héros. Le lendemain, ils sont partis faire des préparatifs. Un forgeron a suggéré un bouclier ignifuge, mais il était trop lourd. Ash pense que le mieux est de se concentrer sur la vitesse, mais même son armure prend feu. Dans ce cas, le forgeron dit que tout ce qu'ils font est jetable, mais cela devient une alternative. Au 13e étage, le monstre semblait simplement attendre ses visiteurs. Les cadavres autour d'eux semblent encore plus nombreux. Dans ce cas, le protagoniste sort quelque chose de son sac et se prépare. Puis, il dit à la blonde de couvrir ses arrières. Pendant qu'il s'avance, elle reste à l'arrière et tire immédiatement une flèche puissante, mais le monstre la repousse facilement. Notre héros se lance dans une attaque directe, puis leurs épées s'entrechoquent. Pour l'instant, le monstre n'active même pas le feu. Il le presse juste avec une force brute, et c'est déjà problématique. La blonde continue de tirer, mais ne touche pas une seule fois. Enfin, il se retire un peu, jusqu'à ce que le protagoniste réalise que l'ennemi joue avec eux. Dans ce cas, le héros provoque l'ennemi pour continuer à se battre, et comme un vrai chevalier, le monstre accepte le défi. Les deux pointent leurs épées et s'affrontent, même si l'un d'eux n'a pas de tête. Puis, le protagoniste prend l'initiative d'attaquer. Il semblait que son attaque avait fonctionné, mais la lame a été déviée, à la grande malchance du garçon. De plus, il est projeté en arrière, alors Ash dit à son compagnon d'attendre un peu. En vérité, cela ne ressemblait pas à un monstre, car tout chez lui était celui d'un chevalier entraîné. Juste pour être sûr, le protagoniste se présente comme un chevalier impérial, et étonnamment, le monstre répond en saluant le royaume de Rosebel. Il était clair que ce n'était pas une blague, alors le protagoniste avertit qu'il se battrait en 1 contre 1. Malheureusement, Ash ne connaît même pas le vrai nom du chevalier, mais dit qu'il fera en sorte que le monde se souvienne de sa force. Puis il charge à pleine vitesse, portant le premier coup sur l'armure, ce qui cause des dégâts. Ash continue d'attaquer sans relâche, essayant de briser le fer pour que l'ennemi recule, mais il se retire avec une fissure dans la poitrine. C'était le premier signe que la victoire était possible. Puis, comprenant que Dullahan enfonçait son épée dans le sol et commençait enfin à libérer la puissance de feu qui avait causé tant de terreur, le temps de jouer avait laissé place au véritable combat, donc Ash devait trouver un moyen de sortir de là. Le protagoniste se brûle un peu avec le feu, alors il doit jeter son armure au sol. Malgré cela, ce monstre continue de charger à fond. Le héros se défend contre l'épée enflammée, mais son arme a fondu. Sans moyen de se défendre, la fin semblait certaine. La blonde a crié de peur, mais le protagoniste a éclaté de rire. À ce moment-là, il réussit à sortir une autre épée de nulle part. Même le chevalier sans tête ne comprenait pas. Il ne s'attendait pas à ce que le garçon soit préparé. Il avait un sac à dos de stockage magique, donc il pouvait sortir plusieurs armes de l'intérieur. Dans ce cas, soit l'ennemi devait d'abord brûler toutes les épées, soit le protagoniste le finirait avant cela. Les deux s'engagent dans la bataille, tout semble équilibré, et les épées sont fragiles. Pourtant, le héros parvient à porter quelques coups. Il esquive les attaques de feu et en reçoit une dans ses défenses. Naturellement, une autre épée se brise, il recule et jette l'arme. Malheureusement, il ne lui en reste plus que 4. Ash continue avec 2 épées en main, puis le monstre prépare une attaque puissante et lance une boule de feu. Tout arrive si vite, il n'a pas le temps de réagir. La blonde crie de désespoir en voyant le héros dans les flammes. Mais par un miracle, il réussit à se défendre avec les armes. Il ne lui en reste qu'une. Avec celle-ci, il devra marquer l'histoire. Ce serait son plus grand défi, surtout lorsque le monstre prépare une autre puissante boule de feu. La seule option d'Ash est de sauter par-dessus
et d'essayer de mettre fin à cela. Par chance, il porte un coup solide. Il frappe le cristal du boss du donjon. Immédiatement, le monstre est projeté en arrière et peine à rester sur ses pieds. Pourtant, le protagoniste n'a pas complètement détruit le cristal. Serait-ce la fin pour le garçon? Ce n'était pas un monstre ordinaire. Pour le prouver, il tend son épée à son adversaire. Évidemment, le héros accepte. Puis le chevalier reste immobile, comme s'il attendait simplement d'être achevé. En vérité, si c'était un humain, cette attaque l'aurait tué. Ainsi, le chevalier noir reconnaît sa défaite avec honneur et fait face à la prochaine attaque, qui finit par briser le noyau et mettre fin à cette bataille difficile. Cette nuit-là, à la guilde, la nouvelle parvint au présent, et le groupe l'annonça avec le sourire. La réceptionniste ne voulait pas qu'Ash montre de trésors avant l'arrivée des chevaliers. La fille fait convoquer le seigneur Bael et prépare la plus grande salle. Ash, cependant, trouve étrange qu'il soit si pressé. Après un moment, le seigneur arrive pour inspecter les matériaux. Les matériaux nommés sont très précieux. Quoi qu'il en soit, la blonde demande à en voir au moins un. Le protagoniste choisit l'armure et l'épée. Un expert examine de plus près et dit que l'objet est authentique. L'armure est précieuse, mais l'épée vaut bien plus, surtout parce que c'est une épée magique. Cependant, même l'expert ne le savait pas. Au début, il semble ne pas y croire après tout. C'est une arme magique qui n'a pas besoin de pierre magique. Et c'est seulement la 5e fois qu'une telle arme est trouvée dans le royaume. Évidemment, le protagoniste va être bien payé pour cela. Cependant, il demande aux amoureux de rédiger un rapport sur ce qui s'est passé. C'est nécessaire car les matériaux vont à un institut de recherche. Quant à quel institut il s'agit, ils disent que c'est une organisation sous la famille royale du royaume de Rosebel qui cherche à créer des armes puissantes. Au fait, le seigneur demande à quoi ressemblait le chevalier sans tête. Le protagoniste répond qu'il était sans aucun doute un chevalier. Rien qu'en voyant l'armure, on devine qu'il avait des liens avec l'ancien équipement du royaume, mais un humain ne pouvait pas devenir un monstre. Ash était si excité qu'il voulait connaître son vrai nom et disait que l'ennemi était très fort. Il avait probablement été un excellent chevalier pour le royaume. Quoi qu'il en soit, la réceptionniste adorait la nouvelle. Les deux quittèrent la guilde prêts à se détendre un peu, mais une foule entière les attendait déjà pour une grande fête. Plus tard, les deux amoureux se rendirent à cette fête avec leurs amis et portèrent un toast joyeux. Désormais, Ash est une célébrité pour tout le monde, ce qui est mieux qu'avant. Quoi qu'il en soit, le gars avec la pompadour demande s'ils ont déjà un nom de groupe, mais le héros commence à réfléchir, se souvient de ses amis et a une bonne idée. Après tout, ils avaient déjà décidé cela il y a des années. Mais les autres ne comprennent pas vraiment. Alors, le héros dit qu'ils font partie de l'équipe Janice. Un peu plus tard, dans le métro, une fille arrive enfin, et elle admet même que prendre le train n'est pas si mal. C'est sa première fois dans la ville des donjons, et, par coïncidence, elle veut trouver les héros dès son arrivée. Son idée est de devenir chasseuse et de gagner beaucoup d'argent avec eux deux. Ainsi, elle pourrait acheter tout ce qu'elle veut. Elle arrive à l'association avec enthousiasme et excite aussi quelques hommes. Après tout, elle est très belle et ils sont opportunistes. Quoi qu'il en soit, la rousse dit à la réceptionniste qu'elle cherche quelqu'un. Elle mentionne le nom d'Ash, mais de façon inattendue, personne n'est inscrit là sous ce nom. Ce qui s'est passé, c'est que la rousse s'est retrouvée dans cette ville à cause d'Uruka, et apparemment, elle a menti sur son emplacement pour pouvoir être seule avec le héros. La fille ne laisserait pas son plan de devenir millionnaire tomber à l'eau. En plus de cet endroit, il y avait aussi une ville au nord et une à l'ouest avec des associations de chasseurs. Elle devrait donc continuer à chercher. Mais elle se souvint qu'elle n'avait qu'un peu d'argent et que cela ne suffirait pas pour prendre le train librement. Dans ce cas, quand les hommes de tout à l'heure ont entendu qu'elle était fauchée, ils sont venus et ont proposé un échange pour quelque chose de spécial. Mais la fille n'avait pas peur et a juste donné un coup de poing solide dans le visage d'un gars. Le gars tombe immédiatement au sol, mais la fille s'attaque encore aux autres en donnant un coup de pied puissant au deuxième. Et juste après ça, un coup encore plus féroce sur un gars enrobé qui était resté à l'écart de la bagarre. Elle détruit pratiquement tout le monde. Le chef du groupe est furieux, mais ne peut vraiment pas se venger. D'un autre côté, la fille lance une autre attaque, et cette fois, elle écrase son visage avec enthousiasme, finissant le travail, déjà très irritée. Même la réceptionniste est impressionnée. Comme elle a entendu que la fille avait besoin d'argent, elle lui suggère de devenir chasseuse, alors elle accepte l'idée de rassembler un pécule pour aller après le héros. Pendant ce temps, 2 jours après la dernière bataille, Ash est arrêté par Bael, qui dit qu'il escorte les objets des chevaliers vers la capitale. En plus de ça, il appelle Ash et dit qu'il y avait une inscription sur l'armure. Apparemment, il était membre des chevaliers royaux qui n'étaient jamais revenus d'un donjon il y a des années.
Cela pourrait avoir un rapport avec l'apparition des monstres de donjons, mais c'est quelque chose que l'Institut de recherche devra déterminer. Enfin, la récompense arrive. Et pendant ce temps, le couple se dirige vers l'association. Le problème, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à recevoir 5 millions en compensation. En gros, 2 500 000 pour chacun d'eux. En plus de ça, ils ont été nommés chasseurs exclusifs de la ville. C'est un énorme accomplissement, car cela vient avec beaucoup de privilèges. La réceptionniste espère qu'ils continueront à bien travailler. La nuit, en buvant un verre, le héros pense à comment il devrait utiliser cet argent. Pendant ce temps, sa compagne sort de la baignoire en appelant le héros, et elle l'enlace par derrière, lui demandant s'il a oublié la récompense. Ash dit qu'il ne l'a pas oublié, alors elle lui demande de se rapprocher. Comme un vrai homme droit, Ash s'approche d'elle. Ensuite, Uruka l'enlace et jette le chanceux sur le lit. Ash rougit de gêne, mais Uruka ouvre ses bras et pose sa tête sur son bras droit. Après tout, la récompense qu'elle voulait, c'était de dormir comme ça désormais. S'il n'y voit pas d'inconvénient, bien sûr. Elle savait que cela pourrait être un peu décevant, mais le protagoniste respecte ses souhaits et la prend dans ses bras, lui disant qu'elle compte beaucoup pour lui. Ils partagent un moment très doux ensemble. Une semaine après la soumission du chevalier sans tête, ils commencent leur vie ensemble en tant que chasseurs de l'équipe Janus. Gérer les guerriers squelettes au 15e étage était déjà devenu facile, alors maintenant ils devaient aller au 16e et, bien sûr, s'enfoncer plus profondément dans ce donjon. Contrairement aux autres étages, il est impressionné car cela ressemble à un champ ouvert. C'est ridiculement immense. On se demande vraiment ce que sont les donjons. Cependant, un monstre apparaît tout de suite, ne leur laissant pas le temps de parler. Un oiseau-monstre fond sur eux. Le protagoniste se prépare immédiatement et parvient à le couper facilement. Un autre semble être surpris. Il lance une pluie de plumes sur le héros. Elles tombent près de lui, mais le monstre ne rate pas son coup car elles explosent en s'enfonçant dans le sol. On dirait que le monstre peut utiliser de la magie. Il crie comme un homme désespéré. Ash se place devant la blonde, mais une fille rit de la situation et charge, disant que c'est leur chance. Elle se fraye un chemin à travers les oiseaux jusqu'à atteindre le boss. La fille brandit son épée, et d'un coup, le monstre s'effondre. Bien sûr, personne ne peut y croire, mais en plus d'elle, il y a aussi un groupe de guerriers. Dans ce groupe, il y a un archer qui achève les oiseaux d'un seul tir. Il y a une épéiste très puissante, et un guerrier qui n'est pas en reste non plus. Ils sont tous assez impressionnants. Ce n'est pas comme s'ils ne se connaissaient pas. Ash remercie Tanya pour son aide, mais elle l'embrasse sur la joue sans même demander la permission, et juste devant la blonde, pour aggraver les choses. Tanya murmure qu'elle ferait n'importe quoi pour lui. Puis, la troisième roue sépare les amoureux et donne une bonne réprimande au protagoniste. Ce n'est qu'alors qu'elle demande qui est cette personne qui essaye de séduire Hara sans raison. Un peu après cette scène, la fille aux cheveux bleus se présente comme Tiania Sandor. Elle est la beauté du groupe appelée Épée des Dieux, une noble devenue chasseuse. Elle venait juste de revenir de chez sa famille, précisément à cause de la rumeur sur le héros et le chevalier. Uraka est en colère que l'autre fille ne soit pas impressionnée, mais du point de vue du protagoniste, elle devrait aussi être capable de faire ce qu'ils ont fait. Quoi qu'il en soit, Tanya dit qu'elle est devenue chasseuse pour se faire un nom. Quant à la façon dont ils se connaissent, le protagoniste explique qu'il a refusé une tentative de recrutement auparavant, mais la fille n'a pas encore abandonné. L'offre est bonne, car s'ils chassaient ensemble, ce serait beaucoup plus sûr, et Ash pourrait aussi faire ce qu'il voulait avec ce corps à elle. Uruka se lève immédiatement de la table, et Tanya ne comprend toujours pas ce qui ne va pas avec cet accord. Quoi qu'il en soit, Ash se lève et s'en va aux toilettes. Quand ils sont enfin seuls, Uruka menace sa rivale de mort. Tanya réalise que la compagne d'Ash est jalouse, mais de manière inattendue, elle dit qu'en plus du héros, elle le veut aussi. En fait, tous les membres de son groupe avaient les mêmes droits, même s'ils ne l'admettaient pas. Mais la noble admet qu'elle est du genre à valoriser le plaisir autant que l'honneur. Malgré tout, la blonde dit qu'elle ne perdra pas face à l'autre fille. Puis, la fille aux cheveux bleus appelle des serveuses avec des bières et commence un concours de boissons. Le protagoniste se retrouve au milieu, où la blonde et la noble se disputent qui peut boire le plus. Ash finit par intervenir. Il dit que c'est assez pour aujourd'hui. Ensuite, la noble remet sa proposition sur le tapis, mais le héros refuse. Dans ce cas, elle dit simplement au revoir. Le protagoniste termine la journée en ramenant sa compagne chez elle, qui peine à parler correctement, sauf pour dire qu'elle ne laissera personne le lui prendre. Mais Ash le sait déjà très bien. Le lendemain, il demande au héros de parler davantage du monstre sans tête. Un homme plus âgé salue le héros et sa compagne, voulant tout savoir sur sa force, la durée du combat, quelle main était dominante, sa vitesse et même son odeur.
Tout cela semble très étrange, car l'homme n'avait même pas dit son nom. Dans ce cas, il se présente comme Edgar Bailuna, directeur de l'Institut de recherche. Et pour ajouter à son titre, il est aussi marquis. Pour aller droit au but, il a vu l'armure et veut plus de détails sur l'histoire. Ash remarque qu'il dégage une énergie incroyable. Quoi qu'il en soit, maintenant qu'il a tout dit, il allume un feu avec sa magie, juste pour allumer une cigarette. Mais la magie n'a jamais été quelque chose de commun. Donc, un type comme ça ne pouvait être qu'un mage. Un certain temps passe après cette conversation, et le protagoniste finit par raconter tout ce qu'il sait sur Dullahan, au point que même le vieil homme est satisfait, pensant qu'il est d'accord avec l'idée que le monstre avait autrefois été humain. Puis, le protagoniste demande si cela peut vraiment arriver. En fait, avant de venir ici, le vieil homme avait atteint le 14e étage du donjon. Il a jeté un œil à la zone où le monstre a été trouvé, et en allumant la lanterne, il a découvert non pas un, mais plusieurs squelettes, et tous semblaient être des chevaliers du royaume, fusionnés dans les murs. Apparemment, ces chevaliers étaient les alliés de Dullahan. Puis, Edgar demande s'ils connaissent le concept d'essence magique. On dit que c'est une énergie brute que les mages utilisent et qui est abondante dans les donjons. Lorsqu'une épée normale est exposée à cette essence pendant de nombreuses années, elle peut devenir une épée magique. Et selon cette même logique, un corps pourrait devenir un monstre. Cependant, aux yeux du vieil homme, c'était une idée passionnante car elle révélait des mystères. La blonde demande si le vieil homme y est allé seul, mais bien sûr, il est allé avec son élève Sergio et les autres gardes. En parlant de lui, le jeune homme entre avec un pied dans la porte, tout ça parce que le marquis a l'habitude de se déplacer sans rien dire. L'élève voulait aussi en savoir plus sur le chevalier sans tête, mais quand il s'agit de donjon, il fait toujours ce qu'il veut. Ash vient d'entendre comment les épées magiques sont créées, mais Bael n'allait pas même le dire au héros. Quoi qu'il en soit, Edgar dit qu'il va aller de l'avant avec le plan. Alors d'abord, l'homme blond demande à Uruka de venir à l'association le lendemain, laissant le petit couple assez confus. Le lendemain, le protagoniste l'accompagne pour lui tenir compagnie. Puis, en attendant, soudain un gars aux cheveux soyeux arrive, qui est le chef de la guilde Nightgold, nommé Kyle. À ses côtés, l'équipe Big Claw se présente aussi, ainsi que cette fille perverse. Ils ont tous été appelés par la même personne. On dirait donc qu'ils vont avoir une grande mission pour la blonde. Ce sera difficile de travailler ensemble avec une rivale. Enfin, ceux qui sont responsables de l'appel de tout le monde arrivent. Kyle demande pourquoi ils ont rassemblé tous les meilleurs chasseurs. Comme ils le savent déjà, les monstres apparaissent beaucoup. Il y a eu l'incident avec le gorille et le chevalier, mais ces dernières années, des monstres nommés n'étaient apparus que dans la ville d'Eu. Pour éviter d'autres problèmes, ils ont décidé de mener une enquête, rassemblant les meilleurs pour résoudre ce souci. Pour mieux expliquer, Bale veut aussi envoyer l'ordre des chevaliers. Tout cela ira au 20e étage, le plus profond, mais au moins l'association préparera le matériel nécessaire. Tiania demande si elle doit participer. Le blond explique que c'est pour l'Institut de recherche. C'est un ordre royal avec tant de talent. Cela semble presque facile. Le blond demande jusqu'où ils sont déjà allés, et malheureusement, seule cette briseuse de foyer a atteint le 18e étage. Le protagoniste a atteint le 16e. C'est déjà un bon résultat, mais le plus gros problème était au 10e étage. Même des chevaliers avec des armes magiques y ont été balayés. C'est parce qu'il y a aussi un monstre nommé là-bas, plus fort que tous les autres, et ce monstre s'appelle le roi lézard. Le lendemain, le blond met une fraise dans la bouche du protagoniste, le laissant déconcerté. Elle joue le rôle de la gardienne. Le héros l'accepte, disant que c'est délicieux. Mais soudain, l'ambiance est gâchée par l'arrivée d'une bande de chevaliers. Les préparatifs ont déjà commencé, car il ne reste que 3 jours avant l'opération. Tout ce à quoi la fille peut penser, c'est si tout ira bien. En y réfléchissant, il avait déjà économisé une bonne somme d'argent depuis son départ de l'Empire, alors il pensait acheter une maison avec un joli jardin. Il pourrait en profiter là-bas. Mais Ash dit qu'elle doit aussi vouloir être seule parfois. En y pensant, la fille comprend l'allusion. On aurait même dit qu'elle n'aimait pas ça. Mais en vérité, il n'y avait aucune raison qu'elle ne soit pas heureuse. Le jour de la grande opération, des chevaliers sont tombés sur elle et ont ouvertement admiré le groupe de filles perverties. Après cela, il en fut de même avec celui de Kyle. Les gars musclés ont reçu plus d'éloges. Et enfin, le groupe du protagoniste qui a vaincu le chevalier. La formation était parfaite pour gagner. Pour les diplômés, c'était déjà assez humiliant de devoir travailler avec des chasseurs. En entendant que les gars musclés sont venus les confronter, le protagoniste crie évidemment pour qu'ils s'arrêtent, mais ses amis commencent même à se vanter des exploits du héros. Ash doit intervenir pour leur rappeler qu'ils sont camarades, mais les chevaliers se moquent de lui en plein visage. La rivalité entre les groupes devient encore plus intense, et il ne faut pas longtemps avant qu'un des arrogants ne tire son épée et vienne chercher le combat. Heureusement,
Le protagoniste n'a pas ce nom pour rien. Donc, même s'il ne le veut pas, il donne un coup de genou dans la bouche de l'idiot, l'envoyant en arrière avec quelques dents en moins. Le chevalier loue même les compétences du protagoniste, mais il ne peut pas porter un autre coup. D'un autre côté, notre héros assène un autre coup de pied en plein visage. Cette fois, le gars est traîné au sol comme un déchet. Pour contourner le problème, les chevaliers utilisent une pierre magique sur l'épée, ce qui augmente leur pouvoir destructeur. Ash demande même s'ils veulent vraiment aller si loin, mais quelqu'un arrive en ordonnant à tout le monde de rester immobile. C'est nul autre que le marquis Olano, leur chef, qui arrive en les réprimandant et en leur donnant à chacun un coup sur la tête. Le protagoniste demande qui est cette personne, puis le blond annonce qu'il est le commandant des chevaliers royaux de la capitale. Il utilise une épée de vent magique et est le chevalier le plus fort du royaume, ce qui laisse une bonne impression. Olano s'excuse pour ses subordonnés. Il explique qu'il aura besoin de la force de chacun pour cette mission. Puis l'ambiance redevient normale. Il loue aussi les capacités du héros et se dirige vers la ligne de front. Bien sûr, il dégage la pression d'un vrai chevalier. Et enfin, la marche pour la mission commence. C'est au 14e étage que tout commence. Les chevaliers restent devant, tandis que les chasseurs sont derrière. Et le protagoniste est au fond. Atteindre le 16e ne devrait pas poser de problème. Cependant, soudain, quelqu'un appelle la fille blonde devant. C'était Edgar, en proie au désespoir, qui a même surpris le groupe du héros. Les trois se sont immédiatement enfuis ensemble. Il avait déjà parlé du mur des chevaliers, mais maintenant, l'endroit n'était qu'un mur. Il n'y avait pas de doute. C'était bien l'endroit. Il n'y a donc qu'une seule explication logique. Le donjon se déplace et change constamment. Les murs apparaissent et disparaissent d'eux-mêmes. Et comme il le pensait, les donjons sont vraiment fascinants. Enfin, l'exploration continue vers le 16e étage. Une explosion se produit là-bas. Des ennemis arrivent du ciel, et les chasseurs se préparent à protéger les compagnons qui ne sont pas des guerriers. Le monstre volant lance plusieurs plumes dures comme des lames, et elle manque de peu les camarades musclés. Mais cela devient l'occasion pour le groupe du protagoniste. Uruka tire une flèche, qui touche l'aile droite du monstre, puis il tombe, et le protagoniste se précipite pour l'achever. Ensuite, avec son épée levée, le jeune homme porte une seule attaque pour mettre fin au combat. Le plan a réussi, mais il n'allait pas s'arrêter là. La femme blonde remercie tout le monde pour leur bon travail, et surtout l'homme blond. Après tout cela, le commandant arrive aussi. Puis, le groupe du héros se présente. Grâce à leur excellent travail, le chevalier dit qu'il se souviendra d'eux, puis s'en va. Ils étaient très nerveux. Mais Olano est un homme qui juge les autres avec soin. Même Bale savait que tous les deux étaient bons. Puis, il est temps d'aller au 17e étage. Ce sera la première fois du groupe là-bas, mais le pervers prévient qu'ils devront faire attention, car il y a des monstres au-delà de ce qu'ils peuvent gérer. Au 17e étage, Uruka remarque que l'eau du lac bouillonne. Ash, en revanche, n'y prête pas beaucoup attention. Puis, soudain, un énorme monstre alligator sort. Le protagoniste réagit avec une solide entaille. Cependant, la lame ne perce pas la carapace. En fait, ce monstre est un homme lézard. Leurs écailles sont plus dures que le fer, et pour aggraver les choses, plusieurs autres de la même espèce apparaissent. Il semble qu'il ait appelé des renforts, puis les archers se préparent. L'homme blond leur ordonne de tirer, mais les flèches qui volent ne font que rebondir sur leur tête comme des pierres. Commencer un combat maintenant est inévitable, et pour aggraver les choses, du côté de ce type arrogant d'avant, un monstre apparaît juste devant lui, et il n'est pas assez rapide pour éviter une morsure. Après cela, il attrape le chevalier par la jambe, avec l'intention de l'entraîner dans la rivière. Ash charge immédiatement. La fille aux cheveux bleus prévient que le coup est le point faible. Puis le héros donne tout, frappe l'intérieur de sa gorge, envoyant la bête directement dans la tombe. Ash porte le chevalier et le remet aux secours médicaux. Le jeune homme s'excuse pour ce qu'il a fait plus tôt, mais il doit rejoindre les autres pour continuer le combat. Un des monstres s'approche par derrière, le forçant à le retenir d'une main. En plus de leurs écailles dures, leurs attaques sont puissantes. Edgar demande à tout le monde de reculer. Il concentre de l'énergie au bout de ses doigts et lance un sort de foudre sur le groupe d'alligators, les immobilisant tous. Les mages sont vraiment terrifiants. À partir de là, c'est déjà le 18e étage. Avant cela, il est convenu que certains se reposent et qu'une seule unité d'élite avance. Le groupe du protagoniste fait partie de cette unité. Elano lui-même les a recommandés après avoir vu la dernière bataille, et ceux qui ne partent pas se sentent confiants. L'équipe de Janna comprend son rôle. La fille aux cheveux bleus avertit qu'il y a aussi des hommes lézards. Cependant, elle souligne qu'ils ont des huttes et un réseau d'organisation civilisée.
Les monstres vivent en groupe comme s'ils avaient de l'intelligence. Ils remarquent l'intrusion et ressemblent plus à des soldats que les précédents. Malheureusement, ils ne pourront pas avancer sans les éliminer. Pour protéger les chasseurs, le chef des chevaliers ordonne à son escouade de lance magique de lancer une attaque coordonnée. Il commence à transpercer rapidement les monstres. Un lézard gonfle son cou et lance une boule de feu sur un guerrier. Il parvient à se défendre avec un bouclier, mais ça n'a pas de sens que ce soit magique. Plusieurs lézards se jettent sur lui. Cependant, l'homme utilise son épée magique et déclenche une coupe de vent sur eux. Les ennemis deviennent désespérés. Ce sont les véritables capacités des plus forts, ce qui donne sens au titre des 10 épées du royaume. Ash est même intimidé, mais Bale s'enthousiasme et mène d'autres soldats à l'aide. Ils avaient convenu que le héros ne s'en mêlerait pas, mais il ne le voulait pas. Ruka agit aussi, tout comme le groupe des pervers. Dans ce cas, Bael abandonne et commence une formation avec la blonde. Finalement, tous les monstres sont anéantis, offrant une belle victoire aux humains, mais le protagoniste remarque quelque chose et se baisse pour regarder. Il devient évident en le touchant que le sang du monstre ressemble plus à celui des humains. Edgar remarque aussi qu'il n'est pas violet. En général, leur sang est violet à cause des toxines, et les chasseurs sont empoisonnés. De plus, toutes leurs parties corporelles disparaissent avec la décomposition. Tout montre qu'ils ont de l'intelligence. Mais au lieu d'avoir peur, les chercheurs s'excitent, ce qui est étrange. La blonde parle à nouveau au héros, lui tendant une épée avec des pierres magiques, la même que la dernière fois. Mais la blonde dit de l'utiliser uniquement au 19e étage, et même le chef des chevaliers compte sur eux. Donc, l'équipe fera de son mieux. Au 19e étage, il y a aussi un camp de lézards, mais encore plus organisé. Leur nombre dépasse clairement 200, et au milieu de tout ça, il semble y avoir un genre de chef. Mais pas besoin de trop spéculer, car il sort de la hutte seul, et se révèle avec un rugissement très fort. C'est le roi lézard qui ressemble à un dragon, et évidemment, il semble aussi très fort. Ash laisse même échapper un sourire avant de se gifler pour revenir à la réalité. Quoi qu'il en soit, le monstre montre qu'il est sur le point d'attaquer. Il charge les soldats en première ligne et saute très haut avec sa lance. Puis le lézard redescend en écrasant tout. Les autres chevaliers font de leur mieux pour attaquer ce mutant de front. Mais le problème est que leurs attaques sont repoussées. Et pire, ils se font déchirer lorsque l'ennemi riposte. Les autres lézards prennent aussi le dessus sur les humains. Cela en vient à un point où ils commencent à être fortement pressés. C'est pourquoi Olino s'avance pour essayer de faire quelque chose. Il atteint même la position du boss et encaisse une attaque visant sa tête. La magie du vent aide beaucoup à défendre et permet aussi de traîner le monstre sur le sol. Bien sûr, le lézard se fâche, mais maintenant, il allait faire face à un adversaire à sa hauteur. Le groupe du protagoniste s'occupe d'une bande de lézards. Ils voulaient aller aider les autres, mais il en restait encore plusieurs à vaincre, donc ils n'ont d'autre choix que de rester. Au moins, le protagoniste essaye de le faire rapidement. Quand les lézards sont sur le point de tirer une autre attaque, il évite leur tentative et se rapproche jusqu'à réussir à couper les malins en deux. Le dernier, pendant ce temps, gonfle son cou et lâche une boule de feu solide. Alors le protagoniste attrape le corps d'un monstre et l'utilise comme bouclier pour ne pas se faire brûler. Après cela, il donne un coup de pied brutal dans le même corps vers l'autre. Il rassemble toute sa force et charge furieusement, percutant un lézard distrait. Il est tiré loin, mais il n'a plus besoin de se battre car Olano dit au garçon de s'éloigner. Avec un sort de Lord Edgar prêt, ce problème peut enfin se résoudre. Le monstre encaisse le choc. On ne comprend pas ce qui s'est passé, mais malgré les brûlures, il parvient à se tenir debout. Edgar ne sait pas quoi faire, mais le héros ne fléchit pas et plante son épée dans le dos du monstre. Il est projeté loin après ce geste courageux et perd malheureusement son épée. Dans ce cas, le chevalier lance la sienne, et Ash parvient à l'attraper en plein vol. C'est l'épée de magie du vent. Elle devrait pouvoir couper le lézard en deux. Enfin, le protagoniste met tout ce qu'il a et déclenche une attaque dévastatrice. À ce moment-là, personne n'était indifférent. Même les chevaliers ont vu cette victoire. Tout le monde célébrait les exploits du héros. Avec le roi mort, il ne restait plus grand-chose à faire. Les chevaliers sont allés achever les subordonnés et, bien sûr, ils ont aussi réussi à gagner en quelques minutes. Quand tout est fini, la blonde saute sur le héros. Même les anciens pensent qu'ils perdent face à la jeune génération. Au départ, il était membre du royaume, mais il a été expulsé à cause de problèmes. Même si celui qui a fait ça était un imbécile, c'était bon pour leur pays. Donc Olano a pensé à l'accueillir et à l'intégrer au chevalier. Mais, bien sûr, il ne veut pas le forcer, surtout qu'il sait qu'une personne talentueuse saura toujours se démarquer. Finalement, un scientifique arrive en criant à propos d'une découverte et emmène Edgar voir de quoi il s'agit,
où ils ont trouvé un nid avec des œufs. Apparemment, les lézards se reproduisaient par œufs. La théorie la plus acceptée jusqu'à présent était que les monstres apparaissaient de nulle part dans les donjons, donc une découverte de gestation comme celle-ci était surréaliste. Retour à la bataille. Olano continue les préparatifs pour le prochain étage. Ash revient avec l'épée du chevalier, le remerciant beaucoup pour son aide. Les deux se complimentent sur la dernière bataille. Olano explique qu'il a un problème cardiaque qui le paralyse parfois, et pour lui, échouer à des moments critiques à cause de ça est une blague. Quoi qu'il en soit, Olano donne une potion pour soulager la douleur du héros. Il parle du fait qu'Ash se méfie des nobles. Le chevalier explique que ses actes parviendront à leurs oreilles et qu'ils enverront des propositions comme le mariage. Il veut donc juste confirmer si le protagoniste désire aussi devenir noble ou vivre comme un chasseur jusqu'à sa mort. D'après les mots du chevalier, Ash comprend le sentiment derrière, mais il dit qu'il n'y a qu'une seule femme dans le monde avec qui il veut être, donc il ne pourrait jamais s'impliquer dans ce jeu de mariage arrangé ou de vassalité. Olano essaie d'expliquer que le royaume pratique la polygamie, mais Ash préfère l'éviter. C'est pourquoi Olano demande s'il peut devenir noble par lui-même, mais Ash pense que son destin est de gagner son pain à l'épée. En fin de compte, Olano respecte les sentiments d'Ash. Il est même mieux pour un bon chevalier de se concentrer sur le combat plutôt que sur la politique, mais il lui remet tout de même une dague représentant sa famille marquis. La portée est la preuve de sa protection, et Elano précise que c'est seulement un symbole de remerciement pour l'aide d'Ash. Les deux se serrent donc la main en accord. Un peu plus tard, le groupe se dirige vers le 20e étage. Là, l'endroit semble être juste une pièce sombre. Ils sont très confus, mais bientôt Ash trouve une fresque avec quelque chose d'écrit. Le scientifique demande la permission et dit que c'est un ancien script. Par ancien, elle entend les contes de l'âge des dieux et des serviteurs. Ces histoires ont peu de crédibilité, mais une ancienne civilisation a définitivement existé. La fille essaye, mais elle ne peut pas beaucoup lire. La fille explique que ce genre de choses existe à travers le continent, mais ils ne les comprennent pas. Elle est devenue érudite par intérêt pour les civilisations anciennes. Le problème, c'est que pendant qu'elle parlait, le sol sous elle s'est effondré. La chute libre a commencé, et c'est pourquoi le protagoniste a essayé de l'aider en stoppant sa chute avec son corps. Il demande si la fille va bien, et d'en haut, la blonde demande si tout va bien pour eux deux. On dirait que cet endroit est entre les étages. Le vieil homme s'inquiète aussi pour eux, mais la fille explique qu'il doit y avoir un artefact là-bas. Tout de suite, le vieil homme descend pour voir de plus près. Il trouve quelque chose qui semble technologique. Cela pourrait être un ancien artefact magique activé en tirant un levier. Alors, le levier est tiré, un très fort flash apparaît, et ensuite une pièce différente de tout ce qu'ils ont vu dans le donjon est découverte. C'était vraiment un dispositif d'activation. Apparemment, il y avait une astuce pour entrer ici, mais la chose la plus étrange était un écran à travers lequel on pouvait passer son bras comme un hologramme. Ce genre de technologie n'existe pas dans ce monde, encore moins des faits pour projeter une image. Le vieil homme pense que c'est un outil magique qui transmet de l'énergie. Quand il a été activé plus tôt, l'énergie s'est répandue à travers le sol, allumant des lampes et tout le reste. Donc, depuis la dernière enquête, tout est devenu plus clair. Les donjons ne sont pas des choses qui se forment naturellement, mais quelque chose de créé artificiellement par leurs ancêtres. Il y a longtemps, un dieu et ses alliés ont créé le monde et ont vécu en paix. Cependant, un jour, une calamité est apparue. Les subordonnés de Dieu utilisaient des épées magiques, mais ils ont perdu le combat. Ainsi, leur seule chance était d'échanger leur propre vie pour chasser la calamité. Ce jour-là, ils ont disparu en particules de lumière. Sur les terres où ces particules sont tombées, des humains sont nés. C'est une théorie acceptée. Beaucoup la considèrent plutôt comme un conte de fées, et Edgar lui-même ne croit pas en Dieu. Après tout, le créateur de tout ne pouvait pas avoir échoué à créer et ensuite perdre face à une calamité. Cette théorie a été créée par Shin Jinkyo et n'a jamais été destinée à être prise au sérieux. Mais c'est la première fois qu'Ash entend ce nom. Shin Jinkyo est la religion la plus largement acceptée dans le nord-est du continent. Basée sur les chevaliers sacrés d'Aran, la doctrine est pratiquement la même. Certaines choses racontées comme des épées magiques existent vraiment. Edgar convient que plusieurs points sont réels, et à cause de cela, il croyait que ces anciens existaient, juste pas aussi puissants que Dieu. En d'autres termes, ils devraient aussi être humains. Le groupe de héros n'avait jamais considéré cela, mais même Edgar n'est sûr de rien. Même ainsi, un étudiant désespéré se présente, car cette information est confidentielle. Le problème, c'est que Sergio ne sait pas que le protagoniste peut entendre. Revenant au sujet de la véritable nature des donjons, on dit que cet endroit pourrait être une construction des anciens, et cet endroit pourrait servir de facilitateur, comme des terres agricoles pour la nourriture. Une porte s'ouvre soudainement, et en la franchissant,
Il semble être dans un endroit technologique. Enfin, il est temps de prouver le point. Ils appuient sur un bouton, et quelque chose comme un ascenseur commence à bouger. Quiconque n'a jamais vu cela de sa vie est terrifié, mais il continue d'être déplacé ailleurs, et finalement, cette porte s'ouvre d'elle-même. Finalement, le groupe arrive ensemble au même endroit, mais le protagoniste n'en revient pas car ils sont descendus de 3 étages. Les hypothèses du mage étaient correctes. C'était un ascenseur magique que les anciens utilisaient pour voyager rapidement entre les étages. En d'autres termes, les donjons étaient des facilitateurs créés pour un but. Mais même avec cette nouvelle idée, le vieil homme ne peut pas l'expliquer à 100%. Olano demande si Edgar était déjà au courant, mais il répond que non. C'est pourquoi le chevalier s'énerve, car ils étaient en danger, et ils se disputent comme un grand frère et un petit frère. Sur le chemin du retour, les autres chevaliers arrivent en courant. Mais pour le héros, l'objectif est maintenant d'utiliser cet ascenseur à son avantage. Peut-être que les mystères des donjons seraient bientôt résolus. Val, cependant, semble inquiet car une entrée d'escalier vient d'apparaître. Les escaliers et les murs sont apparus de nulle part. En théorie, il pourrait utiliser l'ascenseur, mais sur les 3 boutons, le plus bas ne fonctionne pas. Peut-être que l'artefact d'énergie ne peut pas envoyer de puissance si loin. Mais s'il y en a un autre en bas pour l'activer, ça pourrait marcher. Au final, ce n'est pas encore fini, et des monstres encore plus puissants attendent le groupe au prochain étage. Le lendemain, au 19e étage, les lézards ne sont plus là. Bien qu'ils auraient dû réapparaître, aucun n'était visible. Cela a causé de la confusion, car la nuit précédente, ils avaient reçu une demande d'Edgar. C'était lui qui leur avait demandé de vérifier la situation des lézards. Au final, il avait raison, car les monstres étaient censés réapparaître en un jour, mais pour une raison quelconque, ils ont cessé de suivre cette règle. Il est temps d'atteindre le 18e étage. Le problème, c'est qu'en arrivant, ils ne trouvent aucun signe de vie. Au 17e étage, il y a au moins quelque chose. Il semble que les monstres là-bas aient réapparu. Le protagoniste en tue un d'un coup de sabre précis. Ses compagnons baissent leur garde, donc les monstres commencent à s'agglutiner, mais comme ils ont déjà confirmé la théorie, ils décident de partir. Au 20e étage, le protagoniste transmet toutes les informations à Edgar, qui les analyse calmement. Le chevalier dit qu'ils mettent fin à l'enquête ici, puis demande à tout le monde de sortir. En plus de cela, il remercie aussi les chasseurs pour leur aide dans cette mission. Au final, le groupe a réussi à revenir vivant. Ils ont très bien fait cette fois. Malheureusement, Olano doit retourner à la capitale immédiatement, alors ils se disent au revoir avec un peu de tristesse. Cependant, le héros veut aussi rentrer chez lui. De retour au 20e étage, le scientifique, Albedin, a presque fini de copier le script ancien. Donc, quand il aura terminé, il partira aussi. Le problème, c'est qu'un message reste, marquant une sorte d'erreur concernant une anomalie dans la section 23. Pendant ce temps, au 40e étage du premier donjon, la rousse fait la fête. Elle plante sa lame dans un monstre et l'explose instantanément. Puis, après que tout soit fini, Myr de l'équipe Janus se demande combien elle sera payée. Dans le donjon de la première ville, elle rencontre la réceptionniste de la guilde. La rousse dit que tout s'est bien passé et montre tout ce qu'elle a réussi à collecter. Tout de suite, quelques lèche-bottes apparaissent, lui demandant de boire avec eux. À ce moment-là, elle pense qu'elle doit aller dans une autre ville pour chercher le héros. Cependant, la vie dans la première ville n'a pas été si mauvaise, à part devoir gérer ces étranges personnages. En se tournant vers un journal, un jeune homme demande si c'est ce qu'elle cherche. La rouquine regarde cela avec désespoir, car c'était un rapport sur les nouvelles réalisations du héros avec la blonde. Ça parle de la ville où il se trouve et un peu de l'enquête. Mais ce qui l'irrite le plus, c'est la récompense qu'elle a ratée. L'idée que ça valait le coup de rester dans la première ville disparaît, mais au moins, ça la motive à continuer. La réceptionniste essaye de garder la fille là. Elle demande sincèrement de l'aide pour d'autres missions, et la rouquine ne peut pas refuser. La réceptionniste dit qu'il y a aussi des missions bien payées, alors Myr lui assure qu'elle fera celles qui ont besoin d'aide avant de partir. Les monstres au-dessus du 50e étage sont difficiles, cependant. Il se passe quelque chose de différent là-bas. La rouquine se précipite pour voir ce que c'est, jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un sur le point d'être mangé par des monstres. La personne est une petite fille aux cheveux violets, et bien sûr, elle est en danger. Mais de manière inattendue, elle lève les mains et lance un puissant sort de foudre sur les ennemis. Elle n'était pas si sans défense après tout, mais malgré le fait d'avoir touché la cible, ils étaient toujours vivants. Il n'y avait vraiment plus rien d'autre à faire, alors la rouquine intervient et lance une lance de toutes ses forces sur l'adversaire. Elle court en avant, prend l'arme du corps de la bête et abat aussi les autres à proximité qui se laissent ouvrir. Puis elle dit à la petite fille de rester cachée derrière elle. Les monstres préparent une contre-attaque,
Mais la rouquine n'a pas l'intention de s'arrêter. Elle continue d'avancer et de donner tout ce qu'elle a, laissant la mage impressionnée. Enfin, il est temps de finir le dernier. Alors la rouquine frappe et essuie la sueur avec la victoire en main. Finalement, Myr s'approche de l'enfant, mais la fille est trop émotive pour répondre aux questions. Ils ont dit qu'elle était arrivée seule dans le 2e donjon de la ville. En fait, elle est récemment devenue chasseuse et se rebellait contre sa famille, qui vient essentiellement de la capitale royale. Son frère fait partie de l'institut de recherche, donc la famille a concentré son attention sur elle avec des choses liées à la politique noble, comme un mariage forcé. Même si ça ne se voit pas du tout à cause du mariage, la fille a déjà 16 ans. À cause de sa magie, quand elle a eu 12 ans, elle a cessé de vieillir, mais ce n'était pas toujours une bonne chose. Quoi qu'il en soit, sa vie était censée être la sienne. En gros, elle s'est enfuie de chez elle et est devenue chasseuse pour essayer de gagner son propre argent, finissant comme ça. La fille n'avait même pas sécurisé de nourriture et d'eau, comme une idiote. C'est pourquoi la rouquine lui dit que les donjons ne sont pas des lieux pour rigoler, et si elle n'a pas la maturité, elle devrait retourner chez papa et maman. Le problème, c'est que la fille dit qu'elle ne veut pas rentrer chez elle, et en plus, elle dit qu'elle trouve sa grande sœur incroyable, celle qui est apparue de nulle part, mais la façon sauvage dont elle a coupé les monstres est restée gravée dans sa mémoire. À cause de ça, au lieu de rentrer, la fille propose de former un groupe. Elle veut vraiment en apprendre plus sur le métier de chasseuse, et son expression est si mignonne qu'il est difficile de refuser. Dans ce cas, la rouquine dit qu'elle n'enseignera que les bases, mais qu'elle sera très stricte. Mais la fille n'entend que la première partie. Quoi qu'il en soit, elle commence à se présenter, et la petite fille dit qu'elle s'appelle Reine Albadine. Dans ce cas, pendant qu'elle s'occupe d'un autre problème, la rouquine espère que ses compagnons l'attendent. Dans le 2e donjon au 17e étage, le protagoniste attend un mouvement d'un monstre dans le lac. Dès que le crocodile montre sa tête au-dessus de l'eau, il se jette immédiatement en avant, affamé de gober le héros. Le protagoniste demande de l'aide à sa compagne, alors elle tire une flèche droit dans son visage. D'autres monstres arrivent pour semer le trouble. L'un d'eux attaque le protagoniste, mais Ash est largement supérieur. Pendant qu'ils se battent, la blonde l'avertit des monstres qui viennent de la droite, et le héros fait sa part en les battant tous. Tous les deux sont en parfaite synchronisation et collectent ensuite les matériaux, victorieux. 1 mois après l'enquête, ils retournent à leur vie normale, mais il y a maintenant beaucoup plus de chasseurs qu'avant à cause de l'impact de la mission. Ils ont même fait plusieurs interviews et reçu plusieurs offres de recrutement, mais ils ont refusé en utilisant l'autorité de cette dague. Au 20e étage, les héros sont chaleureusement accueillis par le scientifique qui travaille encore. Les lézards des 8e et 9e étages ne sont toujours pas revenus. Grâce à cela, le 17e étage était très disputé. C'était aussi difficile pour le scientifique qui devait quitter la capitale. Au moins, il a les nuits pour le protéger et sait que l'enquête se terminera bientôt. Dans ce cas, le groupe se dit au revoir et prend l'ascenseur pour le prochain étage. En quelques secondes, ils retournent en ville. Partout où ils vont, les gens leur offrent des produits et louent le couple. Ils sont comme des célébrités maintenant. La guilde, le protagoniste dit qu'il a réussi à obtenir des matériaux de lézard, mais soudain, un groupe de voyous apparaît en racontant des absurdités. Ils insinuent que les héros sont des lèche-bottes des nobles, ce qui met la blonde en colère. Dans ce cas, Tiania arrive pour aider. Elle entre en étant très provocante, traitant les autres de petits joueurs sans s'arrêter une seconde. Dans ce cas, un des chasseurs étrangers la saisit et se fait immédiatement projeter au sol. Un second vient venger son ami, mais il se fait aussi aplatir. Si ça ne tenait qu'au héros, il calmerait la situation, mais même la blonde voulait en découdre. Le dernier a eu pire que les autres, car il a été frappé en même temps par les 2 filles. Au moins, tout s'est bien terminé. Ils se sont réconciliés. Le héros s'excuse auprès de la réceptionniste, mais ils causaient des problèmes même avec leurs amis. Les chasseurs vivent dans une méritocratie, donc ils n'acceptent pas le favoritisme. C'est aussi pourquoi ils ne vont pas chercher les ennuis. Le lendemain, au 3e étage, les chevaliers expliquent les règles de l'ascenseur, ce qui énerve encore plus les étrangers, surtout en voyant quelqu'un l'utiliser. Le chasseur ne semble pas vouloir, mais tous ceux qui atteignent le 20e étage en bénéficient, donc ce n'est pas difficile à comprendre. Plus il y a d'aide, mieux c'est. Mais pour les capuchés, ce serait un contrat. Juste à ce moment-là, quelqu'un arrive en criant pour que tout le monde recule. Incroyablement, c'est ce groupe de chasseurs étrangers. Ils disent que ces squelettes sont leur proie, mais le protagoniste ne comprend rien. Un peu plus tard, il commente que ces chasseurs n'ont aucune manière. Il entre dans l'association, mais il y a une énorme agitation. Personne ne sait ce qui se passe, puis Ash rejoint le groupe des costauds et entend qu'ils ont trouvé un corps au 14e étage. Les étrangers avaient toujours causé des problèmes là-bas. Au moins, ils avaient des photos des victimes,
Mais le protagoniste ne s'attendait pas à ce que ce soit les chasseurs d'hier. Tout le monde a découvert qu'ils s'étaient battus. Ils n'ont trouvé que 2 corps alors qu'il y avait 4 chasseurs dans le groupe. Personne ne connaît encore les détails, mais il n'y avait pas moyen qu'ils aient été mangés puisqu'ils étaient au sol des squelettes. Tout à coup, Mae arrive en demandant à leur parler. Elle se souvient que le héros avait récemment eu des problèmes avec des chasseurs et des guildes. Après en avoir discuté avec la capitale, ils ont décidé d'imprimer un certificat spécial pour les chasseurs. C'est différent des licences qu'ils ont. Elles fonctionnent exactement de la même manière, mais prouvent qu'ils appartiennent à cette ville et en sont protégés. Cela rend plus difficile la propagation des critiques. Cependant, ils doivent d'abord passer un entretien avec la chef, qui est justement au bureau. En vérité, elle n'y est presque jamais, donc ils doivent profiter de l'occasion. Mae les conduit dans la pièce et demande la permission d'entrer, et à leur grande surprise, la chef s'appelle Aurora. Ash la salue, elle est à la fois la responsable de l'association et l'administratrice du département de gestion de la ville. Aurora ne visite pas souvent la guilde, car elle est très qualifiée. Quoi qu'il en soit, elle commence par parler de l'entretien et dit qu'elle a déjà entendu parler un peu du héros. Dans ce cas, elle les a seulement convoqués pour les voir en personne. Pour en venir au fait, la fille leur montre à quoi ressemble la nouvelle carte d'identité. Seuls eux et le groupe aux cheveux bleus l'auront. En retour, le reste des bons chasseurs a reçu des cartes en argent. Au final, Aurora dit qu'elle a hâte de voir le protagoniste dépasser ses attentes et tend la main, en disant qu'ils se reverront bientôt. Après avoir quitté le bureau, la blonde commente à quel point la chef est belle. Dans ce cas, le héros dit que son type est plutôt comme Uruka elle-même, ce qui la fait presque exploser de gêne, mais cela aide à apaiser sa jalousie. En route vers le 16e étage, la blonde tire quelques flèches qui touchent parfaitement les ailes de ces monstres volants. Ainsi, il tombe vaincu et Ash fait l'éloge de sa compagne. Aujourd'hui, le groupe a eu une bonne chasse. Changeant de sujet, Uruka demande si ces chasseurs morts étaient vraiment si imprudents. Des situations comme celle-ci deviennent courantes. Il était difficile de savoir s'ils n'étaient pas simplement fous. Le problème, c'est que soudain, le protagoniste remarque un groupe de collègues tombés. Ils courent tous les deux pour voir s'ils vont bien, mais ils ne trouvent aucun d'eux en vie. C'étaient en fait les membres restants de ce groupe, et ils étaient avec 2 autres chasseurs aléatoires. Mais à ce moment-là, le protagoniste ne pensait même pas que cela pouvait être un mauvais présage de quelque chose de plus grand. Quelques jours plus tard, le duo a été invité à dîner avec Bael. La blonde, en particulier, était si bien habillée qu'elle a rendu le héros timide. Mais elle aimait aussi le costume d'Ash. Et tout cela était si étrange, car ils ont découvert à la dernière minute qu'ils dînaient dans un endroit chic qui nécessitait ses vêtements. Un majordome guide le couple au bon endroit, puis ils entrent et sont surpris de trouver la chef et l'homme blond ensemble. En gros, Bale veut la présenter à nouveau après tout. Elle est sa femme. Tout le monde reste sans voix. Mais maintenant, cela a au moins du sens qu'elle ait déjà entendu parler d'eux. En fait, Aurora a tellement entendu qu'elle est devenue jalouse. La fille a grandi dans un orphelinat de la ville et a commencé à travailler comme administratrice dès qu'elle est devenue adulte, étant promue au plus haut poste en seulement 5 ans. Et comme Aurora a impressionné même les nobles, elle a également été assignée à un poste dans l'association des chasseurs. Bale a été celui qui lui a proposé. Ils semblaient bien s'entendre. Aurora explique que son travail n'est pas mauvais, mais qu'elle s'inquiète des événements récents. Dans ce cas, toutes ces morts étranges et le manque de prudence des chasseurs, malgré les nouvelles de danger. Alors Bale a déclaré qu'il allait augmenter le nombre de chevaliers dans le donjon. À la fin du dîner, l'homme blond dit qu'il a déjà parlé avec son bijoutier préféré, et Ash dit qu'il connaît déjà la taille de sa compagne. Pendant que les deux parlaient, Aurora a suggéré de sortir avec Iruka parfois pour manger ensemble en tant qu'amis. Au 3e étage, cette fois, le groupe décide d'utiliser les escaliers. La foule à cet étage semble plus grande que d'habitude, au point qu'il y a même des forgerons et des stands de nourriture, ainsi qu'un bordel, dont Ash n'aurait pas dû parler. Au moins là-bas, on ne voyait rien de problématique. Au 10e étage, il y avait encore une forte chance que quelqu'un se présente pour aider une personne blessée. Mais au 16e, c'est différent. Surtout parce qu'il y avait moins de monde, l'aide arrivait beaucoup trop tard. Un chasseur a été tué d'un coup au torse, sans lien avec les oiseaux. Il a une marque au cou et sa langue est violette, ce qui prouve que la blessure était une diversion. Sa mort est probablement due à un empoisonnement par une plante appelée la lune pourpre. Le groupe de héros sait cela car le blond a vu une affaire lors d'une enquête impériale. Mais le problème n'est pas la plante, c'est qu'il réalise maintenant que les accidents sont en fait des meurtres. Bien que tout le monde soit surpris, le gars aux cheveux bleus se souvient d'un homme connu sous le nom de l'homme mangeur. C'est un criminel qui s'attaque aux chasseurs pour les voler. Le donjon est un bon endroit pour les crimes à cause du peu de surveillance et des monstres dangereux. Mais il y a quelque chose d'étrange, c'est qu'ils n'ont pas trouvé un seul corps pillé.
La dernière victime pourrait donc être la seule tuée par le meurtrier ou par quelqu'un qui tue par plaisir. Quoi qu'il en soit, ils ne peuvent qu'enquêter, mais Bale demande au groupe de héros de patrouiller avec les chevaliers. Ils sont parmi les seuls capables de rester dans les étages plus dangereux et ils sont dignes de confiance. Dans ce cas, le héros accepte et le blond est très reconnaissant. S'il trouve le meurtrier, l'ordre est de le capturer mort ou vif, mais Bale les prévient que cela va être dangereux. Après tout, il parle d'un tueur de chasseurs. Plus tard, Ash se rend dans cette bijouterie et trouve l'endroit très chic. Il est d'usage dans le royaume de Rosebell d'offrir un bracelet à la personne que l'on aime. Dans ce cas, il s'approche timidement de la réceptionniste et explique la situation. Ash lâche qu'il veut épouser la personne à qui il va offrir ce cadeau un jour. La fille lui montre alors un bracelet avec un rubis qui exprime une intention de mariage, et c'est exactement celui qu'Ash choisit. Un peu plus tard, le héros et Uruka retrouvent le chevalier Fraga. Ils montent au 3e étage pour commencer à patrouiller. Puis, quelques chasseurs attirent leur attention, mais disent qu'ils n'ont rien vu d'inhabituel. Pourtant, le chevalier trouve génial qu'ils puissent leur parler si facilement. Plus tard dans la nuit, 2 chasseurs courent vers les chevaliers et s'arrêtent pour expliquer qu'il y a un meurtrier là-bas. L'un d'eux dit que ce meurtrier est complètement fou et pense qu'il est encore à proximité. Les 3 membres de la patrouille se précipitent jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin ce meurtrier fou en flagrant délit. Cependant, il semble vraiment être quelque chose de répugnant. Ash essaye d'avertir Fraga que quelque chose ne va pas, mais avant cela, le meurtrier commence à crier et à agir encore plus follement. Le chevalier demande ce qui lui arrive. Cependant, cet homme se lance dans un combat avec une épée très lourde qui envoie Frogger s'écraser contre le mur. Même si le meurtrier ne semble pas fort, Ash se prépare à un combat difficile. Puis l'homme saute et commence à tester sa force contre le protagoniste. Tous les attaques de l'ennemi sont rapides et explosives, mais le héros refuse toujours de l'aide, surtout parce que même si ses statistiques sont bonnes, son épée est complètement nulle. Cela signifie que s'il peut saisir une bonne ouverture, Ash peut faire ce qu'il fait maintenant en écrasant le visage du fou contre le sol avec un coup de genou. Le gaz s'évanouit même, et tout fonctionne bien car ils réussissent à l'arrêter. Il est donc décidé que le chevalier emmènera le criminel au quartier général. Mais avant cela, un autre fou apparaît, les mains couvertes de sang, effrayant tout le monde. Il commence à attaquer en disant que ce n'est pas de sa faute, tout en montrant une force incroyable. Mais maintenant, c'est le blond qui s'énerve et lui donne un coup de pied violent au visage. Ash pense que s'ils se disputent un jour, il vaudrait mieux qu'il s'excuse en premier. Dans la salle d'interrogatoire de l'association, le premier meurtrier dit qu'il ne se souvient de rien. Il se souvient d'être allé dans le donjon, mais crie qu'il ne tuerait jamais un membre de son groupe qu'il connaît depuis 10 ans, et sa réaction semble sincère. Au final, rien n'est très clair, car les autres suspects ont donné la même version de l'histoire. D'ailleurs, le plus étrange, c'est de penser que le mangeur d'hommes, qui ne s'était jamais montré, apparaîtrait soudainement. Mais jusqu'à présent, des corps avaient été découverts chaque jour, et quand le chevalier a commencé à enquêter, des suspects ont commencé à apparaître, comme si c'était un plan pour révéler les crimes étape par étape, et peut-être que le vrai coupable utilisait des chasseurs innocents pour attaquer les autres. Dans ce cas, il devait y avoir un objectif, probablement le royaume de Rosebell lui-même. Le royaume se développait rapidement, et beaucoup de cela était grâce à l'économie basée sur les donjons, que les chasseurs aidaient à faire croître par leur travail. En ce moment, le pays qui les déteste le plus est le Saint Royaume d'Arlon. C'est aussi là que vient la lune pourpre. Le Royaume Saint croit au récit divin de la création et méprise la recherche sur le monde de Rosebell. Logiquement, ils ne peuvent pas encore les blâmer. Mais si c'est vrai, les attaques ne seront pas limitées à la 2e ville. La situation pourrait être une attaque délibérée contre tout le royaume. Aucun suspect n'avait été arrêté en train d'entrer ou de sortir des donjons, donc le coupable aurait pu être à l'intérieur tout ce temps. Mais ce n'était pas ça non plus car il n'y avait pas de traces. Et comme l'affaire s'annonce difficile, ils vont demander de l'aide à Olano. Un certain temps après cette conversation, les meurtres ont continué, tout comme l'enquête sans succès. Mais ensuite, une révélation est venue d'un endroit inattendu. Au 3e étage du 2e donjon, le groupe principal est déjà fatigué de chercher. On dirait que Large interrogeait aussi des gens. Par coïncidence, c'était une fille en bikini, et ça ne ressemblait pas vraiment à du travail. Après avoir regardé les photos des chasseurs capturés, la fille a dit qu'ils étaient des clients d'un bordel. Elle était sur le point de se promouvoir, mais une autre fille et un gars l'ont devancée. D'après ce que dit Bale, le bordel est l'un de leurs angles morts, car les chasseurs et les gens ordinaires sont sur des listes séparées. Les personnes habiles peuvent faire semblant d'être ordinaires pour y entrer et traquer leurs proies, qui sont des chasseurs. Malgré tout, ils ont réussi à trouver quelque chose. Donc la prochaine étape
était de se diriger vers le quartier sud. Tous les bordels sont là, et en ce moment, cette zone est celle où il y a le plus de chasseurs. Bale a donné un avertissement à l'avance pour que les travailleurs partent, donc avec les chevaliers préparés, l'homme blond dit qu'ils vont commencer à chercher maintenant. Il est difficile de dire s'ils pourront attraper le coupable. La femme blonde pensait à ça. Puisque le coupable veut tuer des chasseurs pour affecter l'économie, elle ne pense pas qu'attraper juste quelques-uns comme ça changera quoi que ce soit. Pour nuire au royaume, il serait plus logique de s'en prendre aux nobles ou peut-être aux érudits. Le véritable cerveau du royaume est la recherche et le développement d'outils magiques. Les scientifiques qui sont venus ont été escortés, mais les criminels ont réussi à les détourner. Et si les ennemis avaient tout planifié comme le héros l'a réalisé? Les bordels étaient un piège. Au moment où ils le découvrent, une explosion se produit. Les chevaliers vont chercher de l'aide et tout devient plus clair pour Ash. Ash dit qu'ils doivent revenir rapidement et voir si Albadine va bien, puisque l'objectif du criminel est probablement d'enlever les scientifiques. L'entrée était déjà ouverte comme il le pensait, et le pire, c'est que tous les gardes étaient vaincus. À ce moment-là, plusieurs scientifiques zombies commencent à descendre les escaliers et ils ressemblent exactement aux assassins. En même temps, les coupables les repèrent, et l'un d'eux porte un scientifique dans son bras qui n'est autre qu'Albadine. Comme ils n'ont plus besoin de cacher leur visage, les criminels se révèlent avant de se battre. Ce sont définitivement des adversaires dangereux dans ce cas. Le héros s'excuse car il ne va pas retenir ses coups. Amusé par cela, l'homme lève un de ses bras et lance une lumière violette sur eux deux. Tout de suite, le protagoniste se sent un peu étourdi. Il tombe à genoux et l'ennemi révèle qu'il utilise de la magie. Il peut à peine rester normal, mais sa compagne est beaucoup plus mal en point. Quand l'ennemi lui ordonne de venir, la blonde commence simplement à marcher. Puis l'homme lui ordonne de tuer le héros, ce qui la fait immédiatement sortir un couteau et le pointer vers lui. Le problème, c'est qu'elle s'arrête et commence à pleurer. Voyant cela, la fille dit à l'autre de tuer Ash, mais le gars pense qu'il vaut mieux faire regarder le héros mourir sa bien-aimée. Rien que d'y penser, Ash puise de la force de partout, se coupe la main pour reprendre le contrôle et se lève prêt à tout finir. Ash dit qu'il va sauver Uruka. Le gars pense que c'est une blague. Il ordonne à Kay d'aller combattre Ash. La fille utilise un autre couteau et frappe avec force, frôlant presque le visage du héros. De plus, elle poignarde plusieurs fois très près de son ventre. Il ne fait aucun doute qu'elle est douée. La fille utilise sa main gauche comme distraction et vise des points vitaux avec le couteau dans sa main droite. Ce n'est pas seulement à cause de la magie que les chevaliers ont perdu. Même si Ash l'a vainc, le garçon a toujours un otage. Kay dit que le protagoniste ne pourra pas le faire. Il la remercie pour l'avertissement. Le héros voit que la prochaine attaque devrait venir de la droite, mais la fille a prévu cette pensée et s'évanouit. Son rythme de combat est étrange, comme celui d'un vrai assassin. Kay continue de se moquer de lui pendant qu'elle attaque. C'est une façon d'essayer de le déstabiliser, mais Ash le sait. La situation est risquée, mais le protagoniste décide de tendre un piège. Il attend qu'elle passe pour attaquer par-dessus. La fille pensait que c'était aussi sa chance et change son attaque en une poussée. Mais c'était exactement ce que le héros voulait, alors il laisse le couteau percer sa propre main. Ainsi, il parvient à immobiliser la fille et à frapper son bras avec le pommeau de l'épée, la mettant hors de combat et la laissant s'effondrer au sol. Le gars prévient immédiatement qu'il a un otage, mais Ash agit plus vite en lançant son épée et en le frappant en plein cœur. Le mage essaie de riposter avec un autre sort, mais le héros s'approche plus vite et lui assène un coup de poing solide dans la poitrine du bandit. Tous deux sont vaincus et la blonde s'évanouit après que le contrôle se soit estompé. Puis elle commence à se réveiller peu à peu et à se souvenir de tout. Dieu merci, Uruka va bien, mais elle dit qu'elle a fait un rêve étrange dans un endroit sombre, entendant quelqu'un lui ordonner de tuer Ash. Pourtant, elle ne le ferait jamais. Alors le héros prend la fille dans ses bras et la remercie de tout cœur. Peu de temps après, les chevaliers arrivent. Ash les avertit des bandits, et Bale ordonne aux soldats de les arrêter immédiatement. Bale s'excuse et dit que tout va bien à la maison close. Maintenant, le plan est de les emmener tous les deux pour être interrogés par Olano. Des scientifiques commencent à parler de contrôle mental en se réveillant désespérés de mettre les expériences sur papier. Puis Albedine apparaît, disant qu'elle est jalouse d'eux. Elle remercie et dit qu'elle s'est seulement évanouie parce qu'elle a une résistance à la magie après tout. Elle est aussi une mage, mais elle dit à la blonde de faire attention car elle pourrait souffrir d'effets secondaires. Le protagoniste reçoit les premiers secours et ils disent qu'il devra reposer sa main gauche. Puis la blonde dit qu'elle s'occupera de lui et Ash finit par accepter, ce qui fait que tout se termine bien. Un certain temps plus tard, les bandeaux sont retirés des bandits à l'institut de recherche. Et quand ils réalisent cela, ils se retrouvent devant le marquis et guident les deux à travers des sortes de prisonniers, très bizarres,
ce qui effraie les petits malfrats. Enfin, le moment vient où il rencontre le chef scientifique de l'endroit. Le marché lui parle en expliquant toute la situation avec une expression de colère très claire. Après tout, tous deux ont tué des soldats et causé des problèmes. De plus, Elano sait que l'homme est Alan, un instructeur de 2e classe de la Corporation Divine. Après tout comme ils ont des espions, le royaume de Rosebel en a aussi. Quant à ce qu'ils vont en faire, le royaume a décidé que l'une des façons de réparer les dégâts est d'utiliser les deux pour des expériences. Le chef scientifique veut déjà tester l'activité cérébrale d'Alan pendant un sort et un nouveau médicament sur la fille. Oluno laisse donc le chercheur faire ce qu'il veut et ne se retourne même pas. 2 jours après l'arrestation des coupables, la blonde nourrit encore le protagoniste à la main, même si sa main va bien. Quoi qu'il en soit, il ouvre la bouche sans résister et mange comme un bon garçon. Le problème, c'est que tout le monde continue de regarder, mais Ash ne s'en soucie pas trop non plus. Quoi qu'il en soit, il appelle la fille et met ce qu'il a acheté sur la table, l'ouvre et montre le bracelet. Ruka est choquée. Ash explique que c'est une coutume dans le royaume pour les personnes qui s'aiment, mais cela ne fait que rendre la fille encore plus rouge de honte. Quoi qu'il en soit, Ash avoue qu'il l'aime, donc la blonde ne peut pas se retenir et commence à pleurer, disant qu'elle l'aime aussi. En fait, elle l'a toujours aimé, détesté quand cette femme l'a volé, donc elle ne laissera jamais quelque chose comme ça se reproduire. Ash dit encore une fois qu'il l'aime, et attire encore plus d'attention. Mais c'est des gens qui souhaitent le bonheur des deux. Donc la fille et le protagoniste profitent de ce moment heureux en s'enlaçant. Le lendemain, notre héros se réveille tôt à la visite. Quelqu'un a apporté une lettre de son seigneur. C'était une invitation de Bale. Quand la fille demande, il explique qu'il y aura une cérémonie dans 2 jours pour la dernière mission. Et cela signifie qu'ils peuvent prendre la journée de congé. Dans le quartier nord, au château de Quentin, le jour de la cérémonie arrive. Le majordome les conduit à l'endroit, et quand ils arrivent, tous leurs amis sont là, bien habillés. La fille aux cheveux bleus a l'air géniale, et les gars musclés aussi. Cependant, l'un d'eux remarque le bracelet et souligne que c'était un cadeau du protagoniste, donc il félicite le nouveau couple. Même ainsi, l'autre fille se jette encore sur Ash en parlant de polygamie, ce qui rend Uruka furieuse. La blonde est à 2 doigts de frapper sa compagne, et cela rend les gars musclés jaloux. Quoi qu'il en soit, des bruits viennent de l'extérieur. Et enfin, les nobles du royaume rejoignent la cérémonie. L'homme moustachu est la personne que le héros a rencontrée dans le train magique, et il s'avère qu'il est le père de la blonde. C'est le comte, donc le héros le remercie, disant qu'il doit une dette à sa ville. Mais les deux se serrent la main comme s'ils étaient déjà quittes. Avant la cérémonie, Olano dit qu'il y a quelqu'un d'autre à présenter. Les deux marchent dans le couloir avec la blonde jusqu'à ce que le marquis dise qu'ils sont arrivés. Derrière la porte se trouve une très vieille dame. Le groupe du héros ne sait pas vraiment qui elle est, donc Olano dit qu'il va la présenter. C'est la comtesse Louis C. Zabiola, la chef de la famille Zabiola. Ash ne comprend pas ce que quelqu'un d'aussi important veut dire à un chasseur, mais la vérité est qu'elle est la petite fille de ce chevalier en armure noire. Le grand-père Lloyd est entré dans le donjon quand elle était petite, mais n'est jamais revenu, donc ils ont dû utiliser un cercueil vide aux funérailles. C'est pourquoi elle remercie le protagoniste d'avoir sauvé son parent. Ash dit qu'honnêtement, c'était un honneur de combattre un si grand chevalier. Le héros n'avait jamais combattu quelqu'un d'aussi fort, donc il a eu une mort digne d'un chevalier. Et entendre cela a fait pleurer la dame, juste en se souvenant de ce qu'il était, jusqu'à ce qu'elle termine en le remerciant encore. L'enquête s'est si bien terminée grâce aux efforts de tous, donc ceux impliqués ont reçu des remerciements. De plus, tous les chasseurs recevront 500 000 en espèces, ce qui est fou, et fait déjà réfléchir les gars musclés à ce qu'ils vont en faire. Ensuite, des cadeaux individuels seront donnés à ceux qui ont le plus contribué, donc le héros est appelé. À cause des enquêtes, en plus de cette affaire avec le chevalier noir de manière inattendue, il recevra une épée remarquable. Malgré la surprise du protagoniste, c'est l'œuvre du marquis. Pour l'instant, ils ont décidé de laisser les détails pour plus tard, mais même ainsi, Ash remercie. Ainsi, la cérémonie des récompenses se termine. C'est l'heure du banquet. Bien sûr, tout le monde en profite. Mais à un moment, Olano demande un instant au héros, car il y a quelque chose d'important à discuter. En levant un verre de vin, il commence à parler des derniers événements. Tous les nobles de la capitale voulaient recruter Ash. Cependant, il se passait quelque chose avec la reine. Pour une raison quelconque, elle n'avait rien dit, mais le héros pense qu'il n'est pas si important. Elano, en revanche, reste méfiant, car la reine n'est pas comme ça avec les 2 criminels interrogés. L'homme a utilisé un sort de contrôle mental sur la cible, ce qui est surprenant, et les conditions pour qu'il s'active étaient d'être dans un donjon avec quelqu'un de confiance. De plus, après avoir exécuté le commandement, il y avait un autre ordre pour que l'assassin se tue en secret.
Quant au mobile qu'Ash connaît, cela n'a rien à voir avec l'argent, et Olano est d'accord car ils étaient des agents de la foi divine. Il y a des factions extrémistes dans le royaume d'Arlen, comme ils ont pu le voir, ce qui montre qu'ils ne sont pas complètement unis. Il y a une petite nation appelée Bolero, près d'Arlen. C'est un endroit montagneux qui produit beaucoup d'or et d'argent magique. Cela signifie qu'ils ont forcé les gens là-bas à abandonner leur ancienne foi et à renoncer à ce qu'ils avaient protégé pendant des générations. En plus de cela, il y a une autre chose qu'Olana veut demander. Ces deux qui ont été capturés n'ont apparemment jamais utilisé de poison, ce qui choque tout le monde. Il est avéré que des corps empoisonnés ont été trouvés, donc il devait y avoir quelqu'un d'autre dans le royaume, tuant des gens sans se faire remarquer. Dans le donjon de l'autre ville, la rousse dit à Ren d'agir rapidement. Tout de suite, la magie électrique est utilisée, ce qui fonctionne très bien sur tous les monstres. Après les avoir tous mis à mal, la rousse dit que c'est le moment, et elle se déchaîne, les éliminant avec sa lance en acier. Myr dégage une incroyable aura vers le disciple. Dans le donjon de la première ville, le sujet des chasseurs est abordé. Il y en a maintenant beaucoup moins. C'est parce que la plupart d'entre eux ont été transférés dans la deuxième ville, mais au moins, il était encore possible de gagner de l'argent là-bas. Ren aide beaucoup avec sa magie, et en parlant de lui, il mange des sucreries en ce moment. Myr dit au revoir à la réceptionniste, et en marchant dans la ville, il devient clair qu'elle est déjà en train de devenir célèbre. Puis elle rentre enfin chez elle et trouve le garçon avec les sucreries. Elle, cependant, demande de la viande et de la bière. Ron dit que c'est vraiment bon, et à voir son comportement, il semble vraiment être un petit enfant. Le problème, c'est que les utilisateurs de magie mangent du sucre pour aider à la récupération. Même ainsi, il est difficile de croire qu'il est adulte, surtout à cause de ce problème de non-vieillissement. Quoi qu'il en soit, la nourriture de la rousse arrive, et elle mange sans se soucier de rien d'autre. Ren essaie au moins de couper la viande, mais la fille mange tout d'un coup. Au final, ils sont tous les deux repus, et Myr, qui avait bu, est celle qui doit ramener Ren chez lui. En y réfléchissant, elle ne va pas souvent jouer. Elle est occupée avec son partenaire. Quand elle le met au lit, elle trouve un peu étrange qu'il soit dans le même lit. Avant, il était comme un bébé pleurnichard, mais maintenant il essaye vraiment, et a plus de courage que beaucoup de gens. Quoi qu'il en soit, elle pense que son petit visage innocent est vraiment mignon, et pense qu'ils pourraient finir par atteindre la deuxième ville ensemble. Cela la rend un peu somnolente aussi, et elle enlève son armure pour dormir. Le lendemain matin, Ren se réveille le premier, paniquant à cause de la tenue de Myr. Il fait un discours sur les bonnes manières, et cela semble en fait assez familier à la rousse. Un mois après la cérémonie des récompenses, la main du protagoniste est complètement guérie, grâce à la potion de guérison donnée par les chevaliers. Elles sont très chères, mais ils avaient beaucoup de ressources pour l'enquête. De toute façon, ils retournent au donjon, et pour la réceptionniste, c'est le moment idéal. Ils ont reçu un message des chevaliers qui ont terminé l'enquête au 20e étage, ce qui signifie qu'ils doivent aller au 21e. Une semaine plus tard, au 20e étage, comme d'habitude, les mêmes chasseurs fiables sont appelés, et des chevaliers armés d'épées magiques. Après que les chasseurs vérifient si l'endroit est sûr, les scientifiques entreront, et seulement à la fin, les chasseurs réguliers. Deux groupes seront formés, celui de Janus et celui de la déesse de l'épée seront les premiers à entrer. Ash dit au revoir à ses amis et reçoit un vote de confiance de Bael. Les groupes commencent enfin à entrer. Il fait si sombre qu'ils ont besoin de plus de lanternes, mais ils n'arrivent pas longtemps après. On aurait dit que l'endroit avait déjà été ouvert depuis le début. Les chevaliers commencent à placer des lumières fixées au mur. Mais le protagoniste se rend compte tout de suite que ce n'est pas un étage comme les autres. Tout ressemble plutôt à une salle d'attente d'hôpital, et il y a même des chaises très confortables. Dans un coin de la pièce, il semble que le passage soit là-bas. Il y a de bonnes chances qu'il y ait des monstres à proximité. Après avoir marché un peu plus loin, le protagoniste trouve une porte. Il dit à son compagnon d'éclairer le chemin, met toute sa force et ouvre cette porte en fer. Le problème, c'est que ça ne s'avère être qu'une petite pièce sans monstre. Au milieu, il y a une boîte rouge, donc ils espèrent qu'il n'y a rien de dégoûtant à l'intérieur. Par précaution, le héros dit au groupe de reculer. Il a peur, mais ouvre la boîte et il semble que rien ne se passe. Cependant, à l'intérieur, il y a quelque chose comme une perceuse, que les gens du Moyen-Âge ne reconnaissent pas et pensent que ça pourrait être une relique. Quelque chose comme ça rendrait le scientifique fou. Cela signifiait aussi un bonus pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, la déesse de l'épée fait taire le héros car il y avait des bruits. Ash pensait que ce pouvait être des monstres et il semble qu'il avait raison. Il panique car il y en a beaucoup d'un coup. Le héros n'a jamais vu de golem auparavant. Ils sont plus courants dans le premier donjon et il y a plusieurs types en plus. Ainsi, le garçon découvre que c'est vrai et transmet l'information aux autres. Tous les chasseurs se battent avec acharnement, veillant les uns sur les autres.
Ash insiste pour dire qu'il faut tenir un peu plus longtemps, et peu après, ils parviennent enfin à tout terminer. L'épée de Tanya était fichue après la bataille. Au moins, tout le monde allait bien. Un chevalier demande cependant une épée au héros. Après tout, ils avaient de nombreux blessés et toutes leurs armes étaient brisées. Ils allaient se retirer, mais un autre ennemi apparaît. La panique est réelle, mais le monstre s'arrête en trouvant un bouclier et commence à le creuser. On dirait qu'il ne réagit qu'au métal, donc un chevalier parvient à achever la créature rapidement. L'idée maintenant est d'utiliser le métal comme appât, mais l'équipement de tout le monde est en fin de vie, donc il n'y a aucune raison de tenter le sort. De retour au 20e étage, la relique est posée sur la table, laissant les scientifiques sans voix. En plus de cela, ils ont aussi amené un des corps métalliques du monstre, ce qui apparemment les a rendus heureux. Concernant les petits félins, les costauds demandent s'ils peuvent s'en occuper, alors le héros explique que le problème est de gérer les groupes, car s'ils parviennent à sauter sur eux et à manger leur équipement, c'est la fin. Puisqu'ils réagissent au métal, les golems sont comme les ennemis naturels des chasseurs. Mais maintenant, le deuxième groupe entre en sachant cela, et il semble que l'équipe Janus serve de guide. En chemin, le groupe pense qu'il ne vaut pas la peine de s'inquiéter jusqu'à ce que le héros trouve une autre zone ouverte. Il y a des tables et des chaises là-bas, et on peut aussi voir des panneaux de verre, comme si des gens y avaient vécu. Quoi qu'il en soit, les chevaliers demandent à continuer, et le couloir se divise en 3 chemins. Le protagoniste voit qu'il y a des monstres sur celui de gauche, alors un costaud dit de ne pas gaspiller leurs armes là-dessus, surtout qu'il a une meilleure idée. Du moins, c'est ce qu'il a dit, car il s'est simplement déshabillé jusqu'à ne porter qu'un pagne, et c'était la pire idée possible avec des femmes dans le groupe. Le Saitama discount entre tout confiant et se tient devant les créatures, et elle s'en moque complètement. Au lieu de cela, elle se concentre sur un morceau de métal au sol et le contourne, laissant le héros incrédule. Dans la tête de Saitama, il était absolument génial, mais c'était quand même incroyablement stupide. En même temps, au 20e étage, les scientifiques se préparent à commencer à disséquer le corps du golem. Lors de la deuxième tentative, Baldi entre avec une épée et la jette au sol. À ce moment précis, les monstres sont attirés par cela, se retournent et restent sur le métal. Donc, s'ils enlèvent leur équipement métallique, ils seront en sécurité. Un peu plus tard, tout le monde commence à ranger ses affaires. Cela fait un bon moment que quelqu'un n'a pas vu de monstre, et la blonde découvre qu'ils sont à une impasse. Le fait est qu'à la fin, il y a une porte coulissante qu'ils ne reconnaissent pas, mais au moins ils remarquent qu'il y a un espace en dessous. Dans ce cas, Ash réalise que cela pourrait être une porte, mais juste au moment où il s'apprêtait à faire quelque chose, une tête de golem apparaît. On aurait dit qu'elle était sortie du mur. Les chasseurs sont allés jeter un œil et se rendent compte qu'il y en a plein de l'autre côté. Apparemment, ils se cachaient là, mais l'ouvrir pourrait ne pas être une bonne idée. Bien sûr, ils auront des problèmes s'ils ne découvrent pas d'où ils viennent, donc tout le monde décide de faire demi-tour et de faire un rapport d'abord. De retour au 20e étage, les chevaliers vont se reposer un peu. Pendant ce temps, Tiania trouve incroyable comment il dissèque le golem. À un moment donné, la coque s'ouvre, et ensuite, la surprise devient encore plus grande, car l'intérieur n'est pas comme d'autres monstres. C'est plus comme un morceau d'ingénierie vivant. Ce qui semblait être ses organes est très lourd. Le protagoniste suggère de l'ouvrir, et à l'intérieur du sac, il semble y avoir de la poussière d'or. Albadine pense même que c'est un métal magique, se souvenant de ce qu'Ash a dit sur le fait qu'ils détruisent l'équipement des autres. En fait, au lieu de simplement le casser, ils ont dû le stocker à l'intérieur pour une raison quelconque, peut-être parce qu'il est lié à la construction du donjon lui-même, ou ils le stockent pour le multiplier. La prochaine fois, Bael veut envoyer tout le monde ensemble et, après réflexion, décide qu'Ash doit diriger. De retour au 21e étage, le groupe va maintenant à droite. Il y a plus de salles juste devant, mais rien de majeur. Dans une autre salle, il y a une mystérieuse boule métallique. Saitama pense déjà que c'est peut-être un artefact, mais la boule se déplie en un monstre escargot qui attaque sans hésiter. Le protagoniste crie à tout le monde de courir, mais le monstre est grand et très rapide. Ruka pointe sur le côté et prévient Ash qu'il y en a 2 autres. Pour une raison quelconque, ils agissent différemment. Et pour aggraver les choses, il y a aussi beaucoup d'araignées. Peut-être que le cri de l'escargot appelle les araignées, et malheureusement, le groupe est complètement encerclé. Le monstre escargot semble donner un ordre, et les araignées deviennent hypnotisées. Ash se souvient du problème avec le métal, alors les chevaliers avancent avec confiance en jetant leur équipement. Pourtant, les araignées continuent d'avancer, contredisant ce qu'elles avaient appris auparavant. Quand le crabe a émis ce son, les yeux des araignées ont changé de couleur. En gros, ce sont elles qui donnent les ordres. Un autre monstre arrive en courant et attaque le corps du protagoniste, lui causant une douleur intense. La blonde vient tout de suite aider.
Elle demande si le héros va bien, alors il crie qu'ils doivent revenir en arrière. Tout le monde essaye de courir vers les escaliers, tout en étant poursuivis par des centaines d'araignées. Ils étaient sur le point d'être attrapés, donc malheureusement, 3 chevaliers sont restés derrière. Le leader crie désespérément aux autres de fuir, et le héros essaye de discuter, mais il a déjà pris sa décision. À ce rythme, ils allaient tous être tués. Et pour éviter cela, les chevaliers ont accepté de se sacrifier. Au moins, Ash n'a pas laissé ses émotions prendre le dessus, donc pendant que les monstres dévoraient ses compagnons, il s'est concentré sur son évasion. En fin de compte, la responsabilité incombe toujours au leader. Même s'ils essaient, réconforter le protagoniste est difficile. Quoi qu'il en soit, Bale crie qu'ils vont anéantir ces crabes demain. Ash demande immédiatement s'il peut y aller aussi, alors le gars blond dit qu'il n'a pas besoin de prendre de responsabilité. Le fait est que son désir d'y aller n'était pas dû à la culpabilité, mais à un sens du devoir. Et, bien sûr, Yurika ne va pas laisser le héros y aller seul. Le lendemain, le héros essaie de saluer un chevalier, mais il s'éloigne simplement. À ce moment-là, Frega vient s'excuser. Il explique que l'autre chevalier s'appelle Max et qu'il est le frère cadet du capitaine qui est mort hier, donc, évidemment, il est en colère. En chemin, le protagoniste continue de partager tout ce qu'il sait. Max lui dit de juste agir comme un guide, que le reste est leur travail. Dans une autre salle, la boule métallique est retrouvée à nouveau. Ash était sur le point d'expliquer une stratégie, mais Max a couru en avant avec son marteau pour écraser la créature. Bien sûr, elle s'est réveillée immédiatement, donc le gars continue d'attaquer encore et encore. Le problème, c'est que le protagoniste a remarqué que le crabe avait appelé ses amis. Après qu'il se soit libéré, le plan est complètement tombé à l'eau. Le héros essaye de porter un coup d'épée, mais l'armure est trop dure pour être coupée. Évidemment, ils doivent couper aux articulations. Le protagoniste essaye, mais les pattes l'en empêchent. En plus, d'autres araignées apparaissent, donc le héros pense qu'il pourrait être dans le pétrin comme l'autre jour. La fille blonde n'hésite pas avant de commencer à tirer ses flèches spéciales, et ce style de combat fonctionne en fait, mais il y a trop de monstres à gérer. Ash remarque la couleur différente dans les yeux de l'araignée et évite de justesse une attaque. Il est clair que les épées normales ne suffisent pas, il leur faut un lourd marteau. Pour aggraver les choses, une araignée attrape le bras d'Ash. Il se libère immédiatement et écrase le monstre au sol, mais cela lui donne une idée. Cette fois, le crabe l'attaque et les bras du protagoniste sont déjà en mauvais état. Il transforme une araignée en brochette et écrase son corps sur le crabe, brisant plusieurs de ses parties. C'est ainsi qu'il a simulé un marteau. Il ne reste qu'un crabe à diriger, mais le héros n'a plus d'épée. En voyant cela, Max lui en lance une, qui est en fait une épée magique. Le chevalier avait apporté une épée chargée de mana, donc avec celle-ci, il pourrait faire de gros dégâts. Le protagoniste charge en avant, demandant à la blonde de tenir la ligne. Il enfonce l'épée dans le centre du monstre. Son avant-bras lui fait mal, et malheureusement, la piqûre n'était pas assez profonde. Pourtant, c'était sa dernière chance. Il ne renonce pas et donne un coup de pied à l'épée où elle est coincée. Ainsi, le monstre est transpercé de part en part. Ash dit au chevalier de ne pas se détendre encore, mais les yeux de l'araignée redeviennent rouges et il charge vers le crabe. Heureusement, Max a aussi réussi à venger son frère. De retour au 20e étage, le protagoniste va soigner ses blessures, qui heureusement ne sont pas trop graves. Il a de la chance qu'il n'ait pas besoin de méthodes extrêmes. La magie de guérison est encore difficile à comprendre car elle semble miraculeuse. Le problème est que peu de gens peuvent l'utiliser, et cela consomme beaucoup de mana. Au moins, ils ont donné au protagoniste une potion par jour. Soudain, une agitation éclate. Quelqu'un gronde Max pour sa témérité. Lorsqu'il rencontre le protagoniste, il s'excuse aussi, mais il dit qu'il n'y a pas besoin. Car le frère du gars lui a sauvé la vie. Finalement, les deux vont bien, et le lendemain, les Muscleheads retournent dans le donjon, mais cette fois avec des armes lourdes pour détruire les crabes. Cela devient le signal pour Edgar d'aller vérifier la situation au 21e étage et, évidemment, il l'accompagne. Les matériaux de ce golem sont différents de ceux de la première ville. Albadine estime qu'ils sont au moins 2 fois plus durs, et cela les amène à parler d'expérience. Quoi qu'il en soit, Edgar a coupé court au bavardage. Ash a essayé d'expliquer que le cristal bleu nécessitait plus d'attention, mais finalement, tout le monde est allé sur place. En se promenant, Edgar continue de confirmer sa théorie sur la création des donjons, mais soudain, plusieurs araignées de fer apparaissent. Bale crie de les utiliser comme appât, et la stratégie fonctionne très bien. Puis il leur dit de recommencer à bouger et de finir les araignées. Heureusement, ces monstres suivent des schémas fixes. Bale parle à Edgar des araignées et du mode opératoire du crabe.
et le héros explique qu'ils doivent d'abord se concentrer sur celle qui commande. Contre les golems, les utilisateurs de magie électrique sont toujours meilleurs. À ce sujet, Edgar mentionne qu'il y en a un bon dans la première ville. Cependant, dans cette ville, il n'y en a pas un seul, donc la seule option est d'utiliser la force brute avec peut-être une arbalète, dont les scientifiques ont déjà un prototype développé. Quant à leur provenance, on pense qu'ils viennent de derrière cette porte. Ils le découvriront de toute façon en s'enfonçant. Finalement, tout le monde atteint l'emplacement du cristal, et dès qu'ils entrent, le vieil homme est impressionné. Sergio remet un équipement que le mage utilise. Puis, à la surprise du vieil homme, le nombre 100 apparaît sur le lecteur. Edgar dit que Sa Majesté sera très satisfaite, alors il demande une boîte, enveloppe le cristal dans un tissu et le place à l'intérieur, ce qui règle les choses. Mais le niveau de sécurité qu'ils avaient suffisait à rendre le héros curieux. En se rendant au château du royaume, une réunion a lieu où la reine Clarisse dit qu'elle comprend la demande de l'Empire. Si elle ne donnait pas d'armes magiques, l'alliance ne tiendrait pas. La décision serait difficile, mais quelqu'un est entré dans la pièce en interrompant la discussion car il avait un message urgent à transmettre. La reine l'a donc lu et a commencé à rire aux éclats car c'était un avis sur la découverte du bijou. À cet instant, Clarus décide de donner les armes de 2e génération à l'Empire, ce qui choque énormément les conseillers. Cependant, elle parle avec son ingénieur en chef et il l'informe que celles de 4e génération sont déjà prêtes. C'est pourquoi celles-ci ne seront pas manquées. Néanmoins, il n'avait jamais donné cela à un autre pays auparavant, mais la reine était pleine de miséricorde. Après tout, elle pouvait mettre un plan en action maintenant. En même temps, Olana était dans la première ville. Il s'excusa pour le retard et pour les avoir appelés sans prévenir. Cependant, il y avait quelque chose qu'il voulait discuter en privé avec la rousse et son disciple mage.